Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, vous devrez voir des quoi qui ont de l'air de... oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 17 septembre 2022, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, premier épisode de la saison automne-hiver 2022, et surtout épisode 513. Donc, nouvelle case horaire, on est maintenant à 14h pour cette saison, aller jusqu'au mois de janvier. Ensuite, il va y avoir un autre brasse camarade dans l'horaire de CKRL, et on vous tiendra au courant quand ce sera rendu le temps. Pour l'instant, 4 mois à 14h, et je ferai pas ça tout seul, non. Parce que qu'est-ce que je fais tout seul? Animer une émission, un magazine culturel qui parle d'actualité geek, de films, de jeux vidéo, d'astronomie, d'internet, d'informatique. On parle-tu d'allergie des fois aussi? J'essayais de pas, non? Ben non, il faudrait en parler, là. Tout d'abord... OK, si vous entendez renifler durant le courant de l'émission durant les 2 prochaines heures, c'est à cause que notre animateur, maître à penser et l'idéateur des Geeks Contre-Attaque, Éric Lajoie, souffre de syndrome de Éric Lapointe. D'antagonisme herbalier. D'antagonisme herbalier, ouais. Nice. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai allergie ce matin, et je peux pas vous dire de quel endroit ça arrive exactement. Pis non, je ne respire pas les brumes de ta bouche, Conan. Oh wow, ça sort de loin, c'est là. Non, mais c'est passé. Fait une référence à Éric Lapointe, je peux t'en ressortir une moi avec, là. Mais c'est-tu Éric Lapointe? Ben oui. Oh oui. C'est mais... peut-être le plus ridicule de tous ces vidéoclips qu'il a jamais fait. Ou ce que, c'est legit, là, comme un film de Steven Seagal. Le gars se rend pas compte que ce qu'il fait, c'est épais, là. Pis il est all-in dedans, là. Ouais. Un morse échoué sur un catamaran qui essaie de chanter. Oh, et puis il est encore sexy pis tout, là. Tu sais, il est dedans, là. Il est foulotte, pis hey, le cuir, pis tout. Non, il était bien en blanc. Là, je sais, mais tu sais, il y a le cuir dans son cœur. Le cuir dans son âme. Ouais, c'est ça. Son cœur est de cuir. Et, non, je vais faire attention, je suis en train d'y écrire des paroles pour gratis. Sur ce, tout d'abord, à ma droite, chroniqueur cinéma dédié de l'émission, mais surtout valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault, salut mister. Hey, bonsoir. Et également, à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Ça fait déjà un bout que toute partie d'échec est impossible à New York. Ah ouais? Ben oui, parce qu'il leur manque 2 tours. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Alors, cette petite blagounette est issue du TikTok de Lovyland, une streamer que je suis sur TikTok. Ouais, c'est... Non, c'est correct, écoute... Ouais, écoute... C'est pas parce que t'enlevais des tours à ta joke qu'il fallait que tu rajoutes des fous, hein? Donc, on va aller en diagonale vers... obliquement parlant. Ouais. Obliquement parlant. Oui. Je veux vous parler du Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ah oui! Le Scrabler. Non, le CRISPR. Le CRISPR. OK, c'est bon. Excuse, j'avais oublié de lire mon tatou. Douette de ce terme-là que je trouve fascinant. C'est ça. Ben non, écoute, c'est pas des craquelins, c'est pas des chips, c'est un coupeur génétiquement modifiable de trucs qui fait en sorte que ça change même l'humeur des hamsters. Oh. Oui. Ils ont pris le CRISPR et ils ont fait des modifications génétiques sur des hamsters de Sibérie, je crois que c'est l'espèce. Et ils ont ciblé une hormone, la vasopressine, et son récepteur, AVPRIA, pardon. Et ça, c'est impliqué dans les capacités sociales comme l'affection et l'agressivité. Les hamsters de Sibérie
sont connus comme étant être une espèce particulièrement agressive. Je te dirais que l'environnement qui les entoure les oblige à être un petit peu plus mean pour survivre aussi, là, j'imagine. Là. C'est un peu plus effectivement rude. Et ils voulaient, en supprimant cette hormone-là et le récepteur, les rendre un peu plus passifs. Sauf que ça, c'est une hypothèse scientifique. Et on sait que les hypothèses scientifiques, c'est le fun quand tu te trompes. Et là, ça a été le fun. Oh! Les hamsters ont été à la fois beaucoup plus agressifs et beaucoup plus sociaux. Oh! En enlevant l'hormone et le récepteur qui vont de pair, ils se bouffaient entre eux. Mais ils se tenaient encore plus en gang. C'était vraiment weird et c'est pas censé être dans la nature. Donc, on a fait une petite erreur et on a appris de nos erreurs. On fera plus jamais ça, je vous le jure. Alors, parole de Mikey, hein? Ouais, c'est la dernière fois que j'enlève des récepteurs et des hormones à des hamsters de Sibérie. Ok, c'est bon. Bon. Fais plus ça. Non, elle le ferait plus. Elle le ferait plus. Okay. Sinon... Sinon, il y a cette semaine, ok, parce que ça s'est passé là, environ un mois, c'est passé là un bout. Mais cette semaine, il y a un robot livreur de Uber Eats qui, à Los Angeles, a fait les manchettes. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça s'est passé à proximité du High School Hollywood de Los Angeles parce qu'il y a eu une scène de crime impliquant une fusillade à proximité de cette école-là, mardi dernier. Et le Uber Eats, lui, il avait une mission. Il était investi d'une mission. Okay. Lui, fallait qu'il livre de la pizza. OK. Fait que les petites barrières jaunes de police do not cross, là, il en a pas fait de cas. Passé dans la scène de crime comme si c'était un robot qui s'en sacrait de passer dans une scène de crime. Non, moi, je m'en vais là. Moi, j'ai de la pizza à livrer. Votre fusillade dans le high school attendra. J'en ai rien à foutre. Fait que, évidemment, là, ils disent que c'est de la faute du superviseur du bot, parce que, oui, c'est autonome, mais jusqu'à un certain point, il y a tout le temps quelqu'un. Puis, je sais pas à quoi ça sert d'avoir un robot qui livre quand tu payes quelqu'un pour le checker 24 heures sur 24. Tu payes la personne moins cher que le livreur. Puis il peut faire plus de surveillance. Dans le sens, quelqu'un qui surveille 4 affaires en même temps. Ah oui, ok. C'est sûr qu'il se passe. Il doit justement. Paye peut-être un peu plus qu'un. Mettons qu'il paye 2 fois plus que le livreur, mais il surveille 4 robots. C'est ça, c'est genre d'affaires dans même sur Je comprends. C'est économiquement viable. Comme moi, mon poste, mon travail, c'est le même principe. Mais c'est important de la pizza. C'est la personne qui avait faim. Ouais, t'es content de recevoir. Je veux dire, ok, déjà qu'il y a des risques et des morts pendant une fusillade, tu veux ça en plus que quelqu'un potentiellement puisse mourir de faim par-dessus. C'est ça, c'est comme, je trouve que c'est un dommage collatéral qu'on peut éviter si les robots peuvent, non? C'est des priorités des AI quand même vraiment logiques. Je veux dire, la personne morte aura plus jamais faim. Exact. Non, c'est plus besoin de pizza, la personne morte. Ah. Non, c'est sûr. Fait que, non, c'est ça. Ça a fait les manchettes sur Internet. Les gens ont bien ri de ça. Et, c'est un... Mais ça, le robot. Tu sais, s'il était humanoïde, mettons, là. C'est trop PO qui passe, là. Puis il siffle. Puis il traverse les pancartes. Ça tire tout le tour. Les polices qui crient. Arrive chez vous, il y a des les hélicoptères. Tu le vois que sa boîte de pizza. Ça serait fascinant. Fait que non, mais le AI par contre, c'est pas juste des livreurs de pizza là, c'est aussi des PDG dans des PDG chinois. Mm-hmm. Parce que il y a maintenant un robot humanoïde virtuel à la tête de NetDragon, une compagnie chinoise, donc NetDragon Websoft, une société chinoise fondée en 1999 et spécialisée dans les jeux en ligne et des applications mobiles. A annoncé cette semaine par le biais d'un communiqué la nomination de Madame Tang Yu au poste de PDG de la filiale Fujian NetDragon Websoft Corporation Limited. Mais checkez pas dans LinkedIn, checkez pas sur Facebook, parce que Madame Tang Yu, c'est une AI, c'est un robot humanoïde virtuel.
Évidemment, bon, c'est pas là pour... c'est un robot qui va être un PDG, plus consultatif que réellement décisionnaire, mais il se prépare d'être... C'est des précurseurs, NetDragon, du modèle d'une organisation qu'on appelle Metaverse. Donc, ils vont transférer tous leurs trucs dans le Metaverse, qui est très, très abstrait encore. Ouais. Donc, le PDG est rendu virtuel. Comme, on espère que ça fera pas le même chemin que FN Mecha, hein, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, le robot rappeur de TikTok qui a toffé à peu près 10 jours dans sa maison de disque. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour ce qui est de remplacer notre PDG de ta compagnie par un AI, c'est un peu genre... C'est un peu dire, ouais, sa job t'es pas si compliqué que ça, finalement. On peut le remplacer par une machine, tu sais. Tu sais, le monde qui se demande qu'est-ce que le boss fait dans son bureau toute la journée, là. Petit canard qui boit de l'eau. Ouais, c'est ça. Il va encore boire de l'eau! Mais ouais, ça. Parce que moi, comme tu dis, si c'est pas un PDG exécutif, mais plus un PDG consultatif, ça veut dire que le véritable PDG est encore en poste. Mais c'est pas, à sa place, tu dois te sentir un peu, mettons que tu dois sentir le gun sur la tempe un peu, là. C'est comme, ok, peut-être que là, je suis pas safe dans ma sécurité d'emploi, là. Il s'est fait bumper, là. Il s'est fait bumper par gentiment un robot expérimental qui on va faire une partie de ta job. Tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est sa place, je trouverais ça, tu sais. Si il veut garder sa job à long terme, il faut qu'il upload sa conscience dans le metaverse. Ouais, je pense que c'est ça qu'il se prépare à faire. C'est moi le metaverse, j'ai peur que ce soit quelque chose qu'on va rire pendant 10 ans au show, puis qui maintenant, là, ça va être sérieux, fait qu'on, finalement, oui, ça va c'est plus être drôle. sérieux. Ça va être sérieux, Ou ça va juste être une gimmick qui va s'en aller. Moi, je pense que ça va s'en aller. C'est ce qui s'en vient, les gars, c'est le AR. C'est pas Attends, le VR. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Augmented reality. C'est ça, ça va. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment, tu sais, comme, le On VR va va avoir prendre... des lunettes, genre? Ou juste des trucs qui vont pas des HUD. te couper de l'environnement dans lequel que t'es, Non, mais qui c'est peut, ça. si tu veux. Tu fais clic, bam, ton casque il est là. Mais sinon, le reste du temps, tu sais, tu Ça regardes pourrait être des l'envers lentilles tes- cornéennes, dans le fond. Exact. Plus que quelque chose. S'ils réussissent avec une technologie de faire en sorte qu'une lentille cornéenne peut afficher du stock, ce qui est plausible, c'est pas encore possible sur le consumer market, mais c'est plausible. Oui, le concept a été fait. On en a déjà parlé. Ouais, mais il me Yes. semble que je me souviens d'un écran qui était, Ouais. je me souviens d'une petite lentille qui avait comme un petit circuit dedans puis un écran. Fait que là. ça, oui, je suis pas mal d'accord avec toi. Je pense que c'est plus ça que la réalité virtuelle qui prend trop de place. Tu sais, comme fait juste penser à toutes les étapes, faut que tu prennes. Oui. Quelqu'un qui connaît pas ça, là. Qui connaît ta grand-mère, là. Faut que tu puisses leur mettre un casque à la tête qui se plug là-dessus, comme elle peut le faire avec Facebook, semi-facilement. Et là, c'est compliqué, là, pour du monde qui connaisse pas ça, là, Non tu sais. seulement c'est compliqué, mais en plus, pour ce qui est du mouvement, ok, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas une façon neurale de te déplacer dans le VR, il n'y a pas de façon de le répliquer C'est pas qui pratique. te sort pas complètement de l'immersion. C'est pas pratique une caméra FPS dans un univers. Puis les contrôles, virtuel. puis la façon que tu marches, Ce que c'est jamais vraiment, ça te détache tout le temps de l'immersion. tu sais. C'est rien que les jeux que c'était assis ou c'était plus passif, ou ce que là, tu peux peut-être plus, tu sais, mettons, je pense à un jeu qui était un genre plus un démo, là, si t'étais descendu d'une cage à requins, là. Ah, ouais. Puis t'étais comme prisonnier dedans. Fait que t'avais pas à te déplacer dans l'univers, mais t'étais quand même témoin de quelque chose qui t'arrivait, puis t'avais liberté de mouvement, mais à l'intérieur de ta cage. Ouais. Fait que là, le mouvement venait pas de sortir de l'immersion, puis t'étais 100% in dans l'expérience. Mais faudrait qu'il y ait une façon neurale de te faire simuler le mouvement dans ta tête, pour pas que t'ailles à le faire physiquement dans ton salon, puis te cogner dans tes meubles, tu sais. En même temps, il y a des moyens de manière holographique avec des lumières de personnaliser des expériences grâce à la réalité augmentée. Je pense entre autres à, je crois que c'est l'aéroport de Boston qui a ça. C'est un espace délimité par une certaine ligne jaune dans laquelle, un espèce de box dans laquelle tu t'en vas quand tu as ton billet d'avion. Et grâce à ton billet d'avion, l'affichage des départs et des arrivées t'accueille, te dit bonjour Eric, ton vol partira Avec à telle heure. Ta photo blablabla. sur le gros truc, mais il y a juste toi qui le vois. C'est juste toi qui le vois. Il y a juste toi qui le vois. La caméra sait où est-ce que t'es, sait où est-ce que tes yeux sont, projette l'image. Il y a quelqu'un à côté de toi qui regarde Puis il va son voir affaire à lui. C'est ça. La personne à côté de Wow. toi, Mikey voit... bon, bienvenue Mikey à notre aéroport. Toi, tu vois bienvenue Eric à notre aéroport. Fait que c'est comme une projection personnalisée. Exact. Wow! C'est Ok. ce genre d'affaires-là qui, moi, je pense aussi, ça devrait arriver à un moment donné aussi, dans un futur plus proche, on pense. On va parler de futur de technologie puis de patente tout à l'heure parce qu'une série est sortie cette semaine puis on va s'en parler. On va-tu en musique faire une petite interlude de demi-heure? Là, mettons? On peut bien On peut bien faire ça. Ben oui. Hey, j'ai-tu ça? Ben oui, j'ai Ah ça. oui, t'as tu sais ça.
la chanson de la semaine! Ça fait 10 ans que t'as ça, Mikey. Dans le studio, là. Ouais, j'avais juste pas préparé. Non, ben oui. J'avais deviné ce bout-là. Pour avoir été à console moi-même, je me suis rendu compte à quel point que le manque de préparation paraît. Ça paraît, là. Ben, pas la préparation genre d'avant-show, je parle de la préparation les secondes avant de faire une transition, là. Ouais. Puis tu y penses pas, puis tu te le fais garocher de même, puis je te dirais que 9 fois sur 10, Mikey, tu t'en sors de façon seamless aussi que le monde ne réaliserait pas que Si j'avais rien dit, ça aurait pas passé. C'est ça, exact. Mais moi, je peux pas me faire autrement que de me vautrer dans mon erreur avant de la commettre, fait que c'est très difficile de dissimuler. Chanson de la semaine numéro 1, donc, sur... Voyons. Oui, J'annonce. Ah, t'annonces, ben oui. Overclock Remix, cette semaine, qui est sorti une pièce, un classique, ok? Même ceux qui aiment un peu moins la musique de jeux vidéo, si vous avez écouté de la musique électronique, des compilations de musique électronique sur Internet, YouTube, Spotify, name it, souvent cette tune-là revient. C'est une des tunes de jeux vidéo qui a le plus transcendé le genre, dans le fond, qui s'est promené aussi dans la culture populaire. Donkey Kong Country, la pièce Aquatic Ambience. Même si vous pensez pas connaître la tune, vous allez probablement la reconnaître. Mais là, c'est un remix de cette tune-là par Neon X, qui est sorti sur Overclock Remix cette semaine. Et j'aime le fait que c'est une tune qui est très très smooth, pas de percussion dans l'original, c'est juste du keyboard, puis ouais, un peu aquatique là, tu sais, faut pas dire. Et dans le fond là, ils vont un peu plus avec de quoi qui construit vers du synthwave, qui bâtit sur un rang de demi-temps, puis après ça qui fait du double time, puis ça fait juste builder tranquillement, c'est le fun. Donc on écoute la pièce Country Oceanic Aura. Donc, Aura Océanique... non, excuse-moi, pas Country. Donc, quelqu'un de Country, Océanique Aura, tabarouette. Ah, j'ai-tu mal lu mon titre, moi? Après ça, on va écouter 3 chansons de Tina Turner. What's Love Got to Do With It? Tits. Oh, on écoute ça au contre-attaque. Et on vient d'entendre Océanique Aura de Neon X. C'est la pièce, bien sûr, dans le fond, Aquatic Ambiance de Donkey Kong Country, remixée, bien entendu. Et si vous aimez la pièce, vous pouvez la procurer tout à fait gratuitement dans le format que vous souhaitez sur le site ocremix.org. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton sac d'actualité, Mr. Sinister? En masse. Okay. Monsieur Sinistre. Ouais, non, mais j'aime ça dire Mister, puis là, des fois, je le suis avec Sinister à cause des X-Men, là. Ok, fait que je vais continuer comme ça. Je sais pas s'il parle grave, Mr. Sinister. Il me semble que non. Il me semble que dans les BD, il me semble que dans les cartoons, quand on voit le gars bleu avec le petit diamant ici, là, ouais, c'est ça. Il y a une voix de méchant, là. Ouais. Mais il y a pas. Je vais toutes vous tuer. Je me souviens pas qu'il y avait une voix vraiment deep, là. Mais en même temps, je les écoutais en français quand j'étais plus jeune. Ouais, non, c'est ça. Parce que Apocalypse, il y avait une grosse voix, parce qu'il mesurait il mesurait la hauteur qu'il voulait, là. Ouais. Mais, ouais. Ouais, mais des cordes vocales de 30 pieds, ça sonne beaucoup plus grave, là. J'ose croire que oui. Ben oui. J'ose croire. Un violoncelle, c'est plus grave qu'un violon. Ouais. Hein? Ben, c'est d'analogie. non. Qu'est-ce que c'est ça? On mettra pas de degré de gravité à propos de tout viol est extrêmement grave. Jesus! Oh, Ok, là. Oh, Mike! Angèle Dubois aurait pas dû nommer cet album-là comme ça. C'est à cause d'elle que je viens de faire cette blague-là. Si vous avez à vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en à Angèle Dubois. Maintenant. Les geeks contre-attaque se détachent des propos des 40 dernières secondes. Non, je suis un chiot qui vient de vomir sur votre soulier. Oh, petit callback à l'intro. Mais bref. Combien de diabétiques connaissez-vous, messieurs? Voyons. Au moins 5. Vite de même, je pense à 5 autour de moi proches. J'en connais quelques-uns, dont certains qui sont décédés des suites de ça. Tu vois, vous voyez, je vous ai pas demandé si vous en connaissez. Tout le monde connaît quelqu'un de diabétique. Oui, évidemment. Bon. C'est plate d'avoir à se piquer. C'est contraignant. OK, moi, j'ai juste changé ma manière pour ma vue, là. OK? Oui. J'ai changé des lunettes au verre de contact et c'est tellement plus compliqué de mettre et enlever ces verres de contact. Aussitôt que tu vas faire une sieste, faut que tu les enlèves. Bref, je fais un parallèle important ici. De là, pourquoi j'ai encore des lunettes, hein? Ben oui, non. Ben oui, c'est ça, tu sais, se jouer dans les yeux tout le temps pour enlever, mettre des affaires, c'est pas le fun. Donc, se piquer non plus pour avoir à survivre, c'est pas vraiment le fun. Et là,
il y a des gens d'une université, des chercheurs canadiens, l'équipe de chercheurs canadiens, qui a observé que la prise de comprimés oraux d'insuline pourrait être aussi efficace qu'une injection. OK. Donc, comment ça fonctionne, par exemple, c'est quand même un comprimé spécial. C'est parce que tu dois te le mettre entre la gencive et la joue pour que ça fonde et que tes membranes buccales absorbent le médicament. Parce qu'il faut qu'il y aille dans le système sanguin le plus ça, rapidement Ça possible. au foie. Ouais. Sans passer par l'estomac. OK, sans passer par l'estomac. Okay, c'est ça. Et c'est la seule manière qu'on a trouvé. Mais ils ont fait c'est ça. Ils ont fait des essais sur des hamsters sibériens. Puis ils se sont rendus très, très agressifs, mais sont capables de manger du gâteau à profusion à ce temps. Oh, ça y est, on dit n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que j'ai connu quelqu'un, dans le fond, que lui, pour se piquer devenait complexe, puis il y a eu une machine qui le faisait pour lui. C'est-à-dire, c'est un cathéter qui est installé permanent. Oui, oui. Là, t'installes mais il y en a plein qui ont ça dans le petit tuyau, boîte, puis la petite machine est programmée, puis tu peux la programmer selon les heures que tu manges. T'as jamais besoin de t'en occuper, puis il t'envoie l'insuline au besoin que tu vois la petite boîte, là? La petite boîte collée, là? Ouais, mais il y a full de monde qui ont ça à cette heure. Puis là, tu peux même le calculer si tu le sais que tu vas manger de quoi de pire, tu vas t'en envoyer plus pour compenser. Tu peux vraiment, comme, customiser la façon que tu le consommes selon tes habitudes. Ben, c'est un peu ça que les diabétiques font aussi, là, quand ils se connaissent beaucoup, là. Parce que t'apprends à connaître ton métabolisme, à le gérer par toi-même, là, avec le temps. Avec ta prise de glycémie qui est comme toujours, puis constante. Mais tu sais, avoir une pilule d'un certain nombre de milligrammes, tu sais, que tu peux prendre comme à volonté, dépendamment de ta glycémie, je veux dire, c'est le next big step, puis ça va vraiment aider. Ça va aider, oui, pour la personne elle-même, oui. Mais par contre, je pense qu'il faut, sécuritairement parlant, faudrait toujours qu'il y ait quand même les seringues sur lui en cas, quelque part dans ses affaires. Surtout pour quelqu'un d'autre qui veut l'aider. Ben, puis quelqu'un qui veut l'aider. Parce que quand ils sont en hypoglycémie, là, tu vas tendance à t'endormir ou à tomber sans connaissance. Mais en hyperglycémie, c'est là que c'est plus tricky parce que les gens deviennent confus. T'as l'impression qu'ils sont en boisson, right? Ou ils vont avoir des spasmes musculaires, avoir de la misère à manipuler des objets. Ouais. Et là, faut que tu puisses les aider. Parce que là, dans le fond, à ce moment-là, faut que, si je me trompe pas, non, excuse-moi. Je pense que je me trompe. C'est en hypo qui manque de sucre. Quand tu manques de sucre, faut que tu leur en donnes. Puis là, ils viennent confus. Ils viennent mêler. C'est un trop pris d'insuline, puis il a pas assez mangé. C'est ça. Puis là, il se met... Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Je m'étais trompé. Hyperglycémie, c'est pas pareil. Ceci étant dit, ça prend ça. Moi, on avait soit des sachets de glucose, ou je savais ce qu'étaient ces seringues pour y en donner en cas de besoin, parce que j'ai cohabité avec quelqu'un, puis il a fallu que je l'aide à quelques reprises, puis c'est tricky, gérer avec le diabète, parce que c'est comme, t'as l'impression que ça nuit pas à ta vie de tous les jours, mais c'est sournois en tabarouette. Ça paraît pas à l'œil, quelqu'un qui sait pas que t'es diabétique dans la rue, là. Non, effectivement. Mais man, que ça influence ta vie à grandeur. Ouais, t'es rendu esclave pour ta nutrition. Surtout mettons, en Amérique du Nord, où est-ce que il y a du sucre vraiment dans presque tous les produits que t'achètes en épicerie, là, faut vraiment... Tu sais, il y en a plein que t'enlèves le sucre et ça change rien, mais quand tu mets du sucre, ça fait qu'il est conservé plus longtemps. D'ailleurs, savoir les cas de problèmes avec le diabète en Amérique du Nord versus en Europe. Si, mettons, il y a une tendance qui est reliée avec la qualité de l'alimentation qu'on y cite. Sûrement, parce que nous autres, c'est ça, on met plus de sucre juste pour conserver des aliments. Ouais. C'est principalement pour ça qu'il y en a dedans, c'est pas parce que... C'est pas pour les méchantes industries du sucre, là, non, c'est parce que ça conserve l'aliment beaucoup plus longtemps. Ça coûte quasiment rien à mettre dedans. Ou tu peux faire de quoi qui goûte le yaourt, mais avec tellement de sucre dedans, ça goûte correct, là, genre des Twinkies, là. Oh, ouais, non, mais ça, tout ce qui s'appelle confiserie, tu sais, je comprends pas ça là-dedans. Je parle, mettons, des affaires, là, comme ordinaires, là, mettons, tu sais, du beurre de pinot, t'es pas obligé d'avoir 26 grammes de sucre par cuillère. Non, c'est vrai, t'as raison, mais il t'offre pas aussi longtemps. Ben, c'est ça, c'est vraiment une affaire de conservation, mais bon. Le diabète, là, je souhaite personne. Non, c'est... Donc, dans quelle région le diabète est-il le plus répandu? L'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental totalisent environ la moitié des cas de diabète à l'échelle mondiale. C'est vrai que quand tu penses à beaucoup tous les peuples insulaires, là, comme dès que le monde sont arrivés avec comme, hey, voici du pain, voici des trucs de même qu'eux mangeaient pas dans leur diète, mais ils deviennent tout super obèses. Un peu comme... L'occidentalisation de l'alimentation chez les Asiatiques. Ouais, puis les Insulants, un peu comme en Australie aussi, quand t'arrivais avec un animal dans tes affaires. Ça change tout. Ils venaient tout changer l'écosystème parce qu'ils étaient pas préparés à ça. Puis là, c'est plate, là, ça fait cynique, mais c'est la population africaine qui apparaît la moins affectée par le diabète, c'est sûr, ils ont rien à manger. Non, mais aussi la canne à sucre, tu sais, comme il y a des affaires de sucre, il me semble, la canne à sucre, il n'y a pas d'Afrique? Non, c'est ben oui. C'est l'Afrique ou Haïti, canne à sucre. Ouais, mais c'est
En raison d'une urbanisation moindre, de la malnutrition et de taux inférieurs de surpoids et d'obésité. Je pense que le vrai sucre, c'est pas un problème. Tu comprends? Tu sais? C'est parce qu'on est rarement exposé au vrai sucre. Là. Nous autres, on n'a pas beaucoup de vrai sucre. Ouais. Ah, il le mentionne, ces liqueurs, quand ils font du vrai sucre, tu sais. C'est comme un événement. Là, Ça dépend, là. C'est du marketing aussi, là. Tu sais, mettons. Oui, mais le sucre blanc, là, c'est pas, tu sais, c'est pas comme... Tu sais, je te dirais que, mettons, c'est pas comme tant le gras qu'il peut avoir des meilleurs gras que d'autres. Sugar est sugar, là. Ouais. C'est sensiblement toute la même chose, là, tu sais. Que tu pognes ton glucose de la canne à sucre ou que tu le pognes du sirop de maïs, ultimement, dans ton corps, tu le gères de la même manière. Là, je lise plus là-dessus. J'aimerais ça pas parler à travers mon chapeau, ce sujet-là, parce que c'est fascinant à quel point que l'industrie du sucre en a mené large, dans les années 50 aujourd'hui, là, ça n'a pas de sens. On s'en rend même pas compte à quel C'est point... un cartel, là, c'est- criminel, débile, Il y a là, des c'est documentaires sur Netflix Ouais. pour dire à quel point le sucre, c'est le mal. Hmm. Ils Ouais, ont Sugar, pas super très intéressant comme tort. documentaire. Non, oublie ça, là, c'est une industrie qui est responsable de plus de morts que genre l'industrie d'armes à Les feu. là. cigarettes. Les petits genres, tu sais. Ah ouais. Ouais. Cigarettes, armes à feu, tue moins de monde que comme l'obésité puisque tous les problèmes de Puis les santé avec le oui. sucre, tu sais. Ah non, Potentiellement aussi, le fait que les cas de cancer ont comme explosé dans les 100 dernières années. Ouais. Ça vient Mais pas ça, de... j'ai un peu l'impression que on en avait tellement tout le temps avant, mais le monde attribue ça autrement, là. Ou le monde mourrait de d'autres raisons avant. Avant, non, mais c'est ça tout court, là. Ça se peut aussi, ça, parce que J'ai l'espérance de vie l'impression était que- moins longue. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir plus. Mais c'est l'affaire, dans le cas, plus que tu peux. Meilleure est la technologie pour mesurer quelque chose, nécessairement, le plus tu vas en avoir. Ouais, parce que t'es plus exposé à ces résultats-là. Ben, ou juste t'as une meilleure manière de chercher des affaires. Ou de l'identifier de bonheur. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, j'ai l'impression Ouais. qu'il y a beaucoup d'affaires que on pense qu'il y en a plus, mais finalement, il y en a toujours eu autant que ça dans l'humanité, mais On pense qu'on a busté notre demi-heure, mais dans On le fond, pense. là, c'est pas vrai. Mais on va quand même aller en pause, je pense. Ben, on va faire ça. On vous quitte 3 minutes. On va penser à ce qu'on va dire dans la prochaine. Non, je sais exactement ce qu'on va dire dans la prochaine. Au retour de la pause, chronique 007, on poursuit ma rétrospective. Restez des nôtres. Au retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Alors, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission des Geeks contre-attaque en ce samedi le 17 septembre 2022. J'imagine que c'est le saison des allergies juste pour moi. Hein? Ouais. Et épisode 513 en plus. Ce qu'on va faire, la semaine dernière, j'ai poursuivi ce défi d'écouter des films de James Bond et je veux qu'on s'en parle. T'arrives avec mon préféré en plus? Oh! Martini, shaken, not stirred. Vous savez, Alain, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007. Ton préféré, hein? Ouais. Ça risque d'être des miens aussi. Ah ouais? On parle de la semaine 17 de ma rétrospective. 16e film de la franchise canon. On parle de License to Kill en 1989. Donc, version française, Permis de tuer. Donc, rien de subtil. C'est ça. C'est littéralement, pour une rare fois, la traduction littérale du titre en anglais. C'est rare. Des fois, ils sont très créatifs là-dessus. oh ouais, des fois, il se laisse aller. Tu sais, For Your Eyes Only, c'était pas... Non, rien que pour vos yeux, ça c'était correct. Mais c'était lequel qui était dangereusement vôtre? Ah ouais, Octopussy, je pense que c'est dangereusement vôtre. Effectivement, celui-là, il Tu sais, c'est comme, what? C'est des affaires de même. Allez, go. Dans ce cas-ci, donc, on parle du réalisateur John Glenn, 5e film consécutif et dernier qu'il a dirigé dans la franchise de James Bond. Quand c'est une franchise qui a un réalisateur qui en fait 5 en ligne, c'est pas rien. OK? Ben non, c'est une franchise de 22, mais reste que c'est rare. c'est pareil. quand même pas loin du corps de la franchise, là. Mhm. C'est- Puis tu sais, on parle de franchise, mettons, de films d'horreur qui sont comme très longues, là, des grands 7, 8, 10 films. Une des seules que c'était le même réalisateur tout le long qui me vient à l'esprit, c'est Chucky. Ou c'est que c'était le même... Halloween, c'est pas aussi... Non, Carpenter a juste fait le premier. Ah, je pensais qu'il avait fait les autres aussi. Non, ça, puis si je me trompe pas, les Chucky... Non, excuse-moi, les Chucky, c'est pas le même réalisateur, c'est toujours le même scripteur. Ah.
qui avait resté. C'est une personne, c'était pas une team, il changeait pas tous les films, c'était toujours la même personne. Fait que tous les films avaient une continuité qui suivait parce que c'est le même gars qui les a écrits. Mais dans ce cas-ci, bon, même réalisateur, budget de 36 millions, a fait un beau, un peu plus de 4 fois son budget en profit, 156 millions de box-office, un 6.6 sur IMDb. J'ai été surpris de la réputation que le film a eu dans les premières années qu'il est sorti. Le film a été, oui, financièrement viable, mais ça n'a pas été un succès. Il y a bien des critiques qui n'ont pas aimé. Un succès critique, ouais, c'est ça. Pas du tout. Puis même, il y a beaucoup de fans de la franchise qui l'ont pas aimé. Trouvaient que il y avait pas assez d'envergure, que James Bond était trop froid, trop mean, trop pas assez funny ou charismatique ou tombeur ou. Ben il y a un spectateur de la chaîne Twitch hier à laquelle bon, on va en parler d'ailleurs c'est plus tard dans l'émission. Hein. C'est ça. Il a dit que c'était le James Bond, d'après lui, c'était le James Bond le plus série B de tous les James Bond. Bon, ben je vais être obligé d'être en désaccord. Je vous explique pourquoi. Ça fait 17 que j'écoute consécutif, ok? Donc, fait que question contexte, je suis pas pire dedans. Tu sais, une fois par semaine, je suis pas mal dans le vibe, dans l'ordre de ce qu'il voulait faire. Ben oui. C'est un des premiers James Bond depuis que j'ai commencé cette rétrospective-là qui feel comme un vrai film. Bon. Ça a pas l'air d'un James Bond, ça a l'air d'un film d'espionnage. Un peu comme Bon baiser de Russie, j'avais dit la même chose. C'est pour ça que c'était un préféré quand j'étais jeune, puis ça l'était encore aujourd'hui. Ouais. Et celui-là, c'est un peu la même chose. Ce qui est le fun, c'est que là, James Bond n'est pas en mission, là. Il était en vacances au début. C'est juste que il aide Felix Leiter, son compatriote de la CIA aux États-Unis, à finir une mission avant son mariage. Et là, Leiter se marie. Et il arrive de quoi son mariage. Je vais vous dire, par rapport au synopsis, après que j'ai dit les stats de base du film, l'intro est le fun. C'est le dernier intro classique, là. Donc, t'avais la même personne qui faisait les intros depuis Maurice Binder, là, qui faisait les introductions des films de James Bond depuis le Dr. No, hein. Puis là, c'est le dernier qui faisait. La chanson thème qu'on va faire jouer tout à l'heure, Gladys Knight, License to Kill, qui est une grosse tonne parce que elle rappelle les premières tunes thèmes des James Bond de l'époque de Connery. À la Man with the Golden Gun, des affaires de même. Mais aussi, elle a la vibe des plus récents de Moore avec les tunes plus sirupeuses. Mm-hmm. Mais c'est un bon mélange des deux. Tu sais, c'est comme pas, on essaie pas de prendre un groupe populaire de l'année pour faire la grosse tune comme ils ont fait des deux films d'avant. Avec Aha. Avec Duran Duran puis Aha. Ouais. Fait que Aha Family Prix. Et dans ce cas-ci, vous allez en fait, on va faire jouer tout de suite. Okay? On va s'en débarrasser, puis après ça, je vais parler du reste. Donc La chanson de la semaine 2! Et de ce temps-ci, je suis en train de réécouter. Je me sers de la playlist de tous les thèmes de James Bond que j'ai accumulés jusqu'à maintenant. Comme playlist quand je fais d'autres choses. T'sais. Fait que là, je les réécoute tout le temps. Puis mon ranking de ce que j'aimais au départ a changé vraiment. C'est sûr. Il y a des tunes là, que je vous avais pas donné la chance aux coureurs, puis qui sont tellement bien construites par rapport à la progression d'accords, puis la prod qu'il y a autour, que quand je vais faire mon ranking à la fin parce que inquiétez-vous pas, là. À la fin de cette rétrospective-là, on va avoir plein de stats, puis de top 5, puis de patentes, c'est sûr. C'est quasiment juste pour ça que je le fais. Et honnêtement, James Bond est gâté parce qu'il y a des grosses tunes, là, pour vrai. Là. C'est rare que j'ai été insensible à ces tunes-là. On y va avec License to Kill, Gladys Knight, 1989, du film du même nom, au Geek contre-attaque. Et on vient d'entendre Permis de tuer, License to Kill de Gladys Knight. Donc le thème du film du même nom, dont je vais continuer de vous parler à l'instant. Dans cette version de James Bond, on visite quel pays? Les Bahamas, souvent. Comme ça arrive dans beaucoup de... C'est un endroit récurrent dans les James Bond, autant que quasiment autant que l'Angleterre. Ouais. Le Brocoli devait avoir genre une petite île à lui, là, je suis sûr, comme tax exempt free, puis tourner ces affaires-là. Ben, c'est que je sais que Ian Fleming, l'auteur, a terminé sa vie en Jamaïque. Ah, ok. D'ailleurs, son manoir où il habitait s'appelle le GoldenEye Estate. Et le titre de GoldenEye, le film que je vais écouter la semaine prochaine, est basé sur le fait que la résidence de Fleming s'appelait de même. T'sais, c'était pas une novel, ça venait pas des histoires originales. Mais non, c'est ça, c'est un lieu qui revient de façon récurrente. On parle aussi de Miami aux États-Unis et de la République de Isthmus, qui est un pays fictif, qui est un genre de pays pensez Cuba, là, dans le fond, sur un régime communiste, un petit pays isolé un peu
Tu sais, dans les Caraïbes ou quelque chose du genre. Ce genre de mindset-là. OK, là, Mikey, il vient... je vais attendre qu'il revienne pour parler des consommations. Bond Girl, cette fois-ci, on a Pam Bouvier, interprétée par Carrie Lowell, qui est une agente du CIA et l'avec, ainsi que Lupe Lamora, donc traduisé du latin, puis c'est comme la louve de l'amour. Là. Ok, c'est pas le nom de l'actrice, c'est le nom du personnage. Non, c'est le nom du personnage, Lupe Lamora, qui est interprétée par l'actrice... d'ailleurs, je vais en parler. L'actrice... Il y a beaucoup de petits caméos le fun de plein d'acteurs qu'on va connaître plus tard, qui vont avoir un plus gros succès plus tard dans le cinéma. Pam Bouvier, pas tant, mais fait un très beau rôle, là, je vais en parler d'ailleurs. Lupe Lamora, qui est interprétée par, comment elle s'appelle? Tia Soto, une affaire de même. En tout cas, c'est elle qui interprète Kitana dans Mortal Kombat, quelques années plus tard. Oh boy, ok. Et Shang Tsung, dans le même film, a aussi un rôle dans ce film-là. Donc, je pensais que tu disais qu'elle faisait Kitana et Shang Tsung. Comme non. C'est pas une actrice qui fait Shang Tsung. Mais Shang Tsung peut prendre la forme du personnage qu'il veut. Fait que... Effectivement. Mais non, pas l'acteur. En fait, Kari Hiroyuki Tagawa, qui faisait Shang Tsung dans Mortal Kombat, et aussi dans le film. Fait que c'est drôle de voir deux acteurs de Mortal Kombat. Effectivement, ouais. Qui, eux, en fond, sont dans ce film-là, bien avant que leur carrière explose. Les antagonistes, Franz Sanchez, interprété par un acteur de soutien légendaire, Robert Davey. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, il a fait plein de bad guys dans plein de films. Il a été dans des Die Hard, dans plein d'affaires. Regarde, tu peux checker sa photo ou checker des photos old school, tu vas la reconnaître tout de suite. C'est le gars, là, tu l'as vu jouer des bad guys dans plein d'affaires, là. Parce que sa photo de base est récente, fait que tu la reconnais moins, mais regarde des photos old school, là. Il y a genre une gueule de mafieux avec plein de trous dans le face. C'est un peu comme, pas comme James Gandolfini, mais le monsieur Sorvino. Ah, oui, Paul Sorvino. Paul Sorvino, mais même genre de type de peau, là, tu sais, comme tout. Non, c'est ça. Le gars, il a vu craquer. Voilà, exact. Ça, c'est, dans le fond, le rôle de Franz, ainsi que Dario, son homme de main, interprété dans un de ses premiers rôles au cinéma par Benicio del Toro. Il avait 22 ans. Oh shit. Nice. Il a l'air d'un kid, là. Nice. C'est comme, c'est un mean badass, mais en même temps, il a l'air d'un flow, parce qu'on connaît Benicio, c'est aguerri, là, mais là, tu le vois, là, jeune, là. Ouais. Oh my god, je vais avoir une photo. Malade, oh my god! Et il a l'air d'un teenager, là. Vraiment une petite face. Il a genre l'air de Zac Efron, quasiment, là. C'est genre proche de, tu sais, on s'entend que c'est proche de 6 ans avant Usual Suspect. Puis il y a tellement parlé de ça dans Usual Suspect. Non, c'est ça. Il est vraiment jeune, là. Et, quel autre caméo qu'on a de le fun? Il y a le président du pays fictif d'Isthmus qui est interprété par Pedro Armendáriz Jr. Moi, j'ai reconnu le nom, mais j'avais pas reconnu le gars parce que j'avais vu Pedro Armendáriz Senior dans Bon baiser de Russie. Okay, donc, il avait joué le personnage de Kerim B. J'avais tellement trippé sur le charisme de ce personnage-là. Et l'acteur était mort pas longtemps après le film. Et son fils a joué dans un film de James Bond plus tard. Je trouve ça cool. Quoi d'autre? Ok, ouais, pas de consommation pour James Bond dans ce film-là. Il s'en fait servir, mais il la boit pas. Oh. Et la seule fois que quelqu'un boit un vodka martini shaken, not stirred, c'est Pam Bouvier qui le fait pendant que lui est parti parler avec quelqu'un. Okay. Et elle aime vraiment pas ça. T'as vu comme, moi, il a essayé son drink, fait comme, t'as vu grimacer comme intense. C'est la première fois qu'on acknowledge que c'est peut-être pas si bon que ça, son drink, à cause de lui qui aime ça, là. Tu sais, c'est juste comme lui, il aime, mais c'est pas quelque chose de populaire, là. Mais non, il me semble que c'est un drink d'alcoolique en plus, ça, c'est un drink que tu bois pour. Ben, en fait, c'est pour assommer le edge de la vodka. Il y a certains ingrédients là-dedans dans la façon qu'il le fait qui viennent de l'assommer. Je pense que c'est le vermouth, on a fait de même, qui fait en sorte que ça goûte rien. Là. C'est ça fait en sorte que tu peux prendre du gros alcool fort. Ça goûte quasiment rien, ce mélange-là. C'est comme c'est du jus. Là. C'est ça, c'est un mélange pas saoulé. Là. Ouais, c'est fait vraiment pour avoir toutes les kicks et none of the inconvenience. Mais non, c'est ça. Pas d'handicap dans les bad guys dans ce film-là. Encore une fois, on reste très, très réaliste. Des gadgets un peu. Parce qu'on a une intervention de Q pendant le film, mais Q en vacances qui, en hypocrite, va aider James Bond parce que James Bond ne travaille pas à ce moment-là. Ah, ok. C'est que James Bond, dans le fond, je parlais qu'il allait au mariage de Felix Leiter. Puis là, il connaît sa femme aussi. Puis et le soir de la nuit de noces, de la lune de miel, la mission que Felix Leiter a faite juste avant, ben, il s'est fait pogner par le bad guy.
sa femme se fait tuer à nuit de noces. OK. Et lui se fait enlever, torturé par le boss du cartel de drogue, et il se fait bouffer une jambe par un requin. Il torture en le trempant dans un bassin avec un requin dedans. Hey, c'est intense, là. C'est comme ça start demain. Et là, M vient visiter James Bond au chevet de Felix Leiter qui est mourant. Mais pas mort, mais mourant. Et il dit, là, on ne tenait pas sa mission parce que c'est personnel, t'as pas d'affaire à aller là, si mettre valeur, j'y vais. Non. Je rends ma démission. Puis là, il donne une volée à tout le monde autour, puis il s'en va. Fait que tout le film, c'est James Bond qui veut se venger. Ah, OK. Qui veut venger son chum, puis il est pas backé par MI6, il est pas backé par personne. Quasiment James Bond gone rogue, là. Et, quasiment. exact. Et la façon qu'il se finance pour tout faire ses patentes, c'est qu'à un moment donné, il intercepte un des raids par avion d'échange de drogue contre du cash du boss du cartel. OK, ouais. Et il garde le cash pour s'en servir pour sa mission. Au lieu de... Parce que des fois, il brûle le cash quand il est en mission, right? Ça arrive tout le temps. Là, il pogne la valise, il la vide devant tout le monde, il s'en fout, là, tu sais, il est pas... Mais dans ce cas-ci, il la garde pour s'en servir, pour s'acheter les moyens de combattre le dude. Fait qu'il est pas moralement en douette dans celui-là, pas en tout. Non, vraiment pas, hein. Non, C'est très vendre la drogue à des enfants pour aller sauver ton cousin. Ben, mettons que c'est voler de l'argent de vente de drogue. Tu sais, fait que c'est pas de l'argent clean. Bond s'en fout. Bond, il a une idée dans la tête, c'est que le gars tombe. Okay? Puis il va tout faire ce qu'il faut pour se rendre. Et là, c'est de voir à quel point que finalement, il réussit par se faire aider par d'autres mondes, mais c'est un peu comme à contre-cœur par l'histoire. Moses que le script est bon. Parce que il reste groundé. C'est pas quelqu'un qui va contrôler la Terre encore, ou quelqu'un qui va poser des lasers dans l'espace encore. Non. C'est un des agents qui s'est fait pogner, l'autre veut le venger, mais il se prend contre un grand boss de cartel de drogue qui contrôle un pays complet à sa main parce qu'il a acheté tout le monde. Puis lui, il a plus le backing de la justice. Fait que c'est ça qui est hot, là. C'est rare que James Bond se retrouve dans ces espèces de zones grises-là, tu sais. Exactement, puis c'est pour 95% du film, il est dans cette situation-là. C'est juste début-fin qui est correct, mais honnêtement, ne serait-ce que pour ça, j'ai trouvé ça rafraîchissant après avoir vu, surtout après 6 films de Roger Moore consécutifs. Ça fait du bien de voir, tu sais, de voir un script qui respire comme ça, puis de prendre le temps de voir comment James Bond se débrouille dans une situation qui est vraiment dangereuse pour lui. Parce que là, il n'y a pas personne qui va lui sauver le cul ou qui va... Ouais, il est tout seul. C'est ça, ça rely entirely on him. Et ce qui est drôle, c'est que Q finit par l'aider pareil, comme je disais. Puis il fait accra il est en vacances, Q, mais il va le rejoindre à l'hôtel, puis il donne une coupe de gadgets pour l'aider à sortir du trouble, parce que Q, il est d'accord avec sa mission, parce qu'il était body avec Leiter et tout. Et il amène genre du dentifrice qui est du C4 explosif, avec le détonateur dans la brosse à dents, un cadran explosif aussi, là, dans le fond, une alarm clock là, qui explose, un caméra gun, un Polaroid qui fait des photos rayon X, puis qui a un laser, mais qui sert pas dans le film, malheureusement, juste en séquence de ça. Les kills dans ce film-là sont brutales, man. Je me souviens pas. Hein? Ok, il y a un des bad guys qui se fait enfermer. Puis ce qui est drôle, c'est que une des tactiques que Bond utilise pour pogner ce boss-là, il se fait passer pour quelqu'un avec qui il pourrait faire de la business avec. Il l'approche pour devenir bodé avec. Ouais. Puis le gars est reconnu comme étant comme voyant la loyauté comme sa valeur la plus importante avec ses sbires. Ça fait que Bond vire ses gars contre lui. Oh. Il fait accraire que ses gars sont disloyal, alors qu'ils sont peut-être pas. Il frame le monde, puis lui il se met à paranoïer parce que là il se rend compte qu'il peut finalement pas truster personne. Puis c'est le même qu'Undermine, le gars. Il y a vraiment un mind game le fun entre Bond et le bad guy dans celui-là qui s'appelle Emotional Damage. Ouais. Il y en a un exemple qui se fait sacrer d'une chambre de décompression. Okay? Oh shit. Et ce qu'il fait, c'est qu'il monte la pression dans la chambre de décompression, right? C'est vraiment brutal, là, ça comme. Et là, une fois qu'il a monté la pression au maximum, il tire dans le canis. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au lieu que la pression redescende tranquillement, elle redrop brutalement, puis le gars, la face, il double de volume, puis il explose devant la porte. Puis tu vois la face exploser. C'est genre torture, décadence, plus que James Bond. Ouais. Un autre qui fait bouffer par un requin en y rien en face quasiment.
Hey, Ben oui, mais il était en vacances. mais tu sais, Benicio, OK? C'est que Bond se fait attacher sur un convoyeur puis il risque de tomber dans un genre de cossin qui broie des trocs à métal, right? Tu sais, les broyeuses à métal avec Ouais, les dents, les là? dents, ouais. Ouais, bon, ben, c'est ça, mais Benicio tombe dedans. C'est pas chic. Shit! C'est pas chic. Il Ok. le regarde-tu dans les yeux pendant qu'il reste juste la tête? Non, mais la scène est plus longue que je pensais qu'elle allait l'être. Elle est peut-être 4 secondes plus longue ou 3 secondes plus longue. C'est pas si plus long que ça. C'est un beat de plus qui était quand... là, T'es c'est comme, pas oh, ok, wow, c'est intense. Tellement de belles petits détails dans le script aussi par rapport aux dialogues, parce que la relation entre Pam Bouvier et James Bond est vraiment cool parce que c'est deux agents, mais elle est comme un peu, elle fait ses petites jobines on the side pour se faire de l'argent de plus. C'est pas illégal, mais c'est comme trouve-toi d'autres choses pour te divertir. Là. C'est comme arrête là. Puis les deux, il y a un banter le fun entre les deux, étant donné que lui il est comme plus. Il y a pas de position d'autorité sur elle. Tu comprends? ouais. Il est pas là en mission pour l'utiliser elle ou s'est fait donner l'information sur elle. C'est souvent ça, dans le fond. Il est souvent en position de pouvoir sur les Bond Girls. Dans ce cas-là, non. Il a besoin d'elle autant qu'elle a besoin de lui. Fait que ça change la dynamique complètement. C'est le fun. Bien aimé ça. Un stun de van complètement crinqué à la fin. Ouais, ça, je m'en rappelle clairement. C'est ça. fou, raide. C'est clairement pas possible. Mais c'est tellement pas grave. Je veux dire, il évite une roquette en pognant une butte de sable et en roulant ses roues de côté, mais en van. Avec un 18 roues et un 53 pins en arrière. Tu sais, c'est comme nice. OK? Ah non, puis je sais pas, il fait un genre de twist avec les breaks pour faire relever juste être devant de la vanne, mais que le trailer reste droit. Ça se peut pas, mais c'est pas grave. Ben écoute, je pense que les affaires qui se peuvent pas vont être de plus en plus, ça se peut pas, parce que Voilà. l'autre après, là, le surf là, sur l'explosion. là. Non, c'est pas après ça. C'est Ça, c'est dans deux, Die deux, Another Day. C'est le dernier des 4 Et de ça, Brosnan. là... Brosnan, plus ça avance, pire ça. Écoute, Ouais. Fait que là, j'ai une bonne passe, parce que là, j'ai fait les deux de Dalton, j'ai GoldenEye, Tomorrow Will Never Die, m'en avoir eu 4 pas pire. Mais, et puis le dernier petit détail que j'ai remarqué dans le film, en passant. Ouais. Pour la première fois de la franchise, c'est pas John Barry qui compose la bande sonore en background, ok? Tu sais, c'est souvent ça. Ben, non, c'est pas vrai, t'as vu Marvin Alvich à un moment donné. Tout ça pour dire que c'est Michael Kamen. Ah ouais, le gars de la musique d'X-Men. Oui. Et Michael Kamen qui avait aussi fait la trame sonore de Last Action Hero, qui avait aussi été le chef d'orchestre des 2 albums de Metallica, S&M, dans le fond, le symphonique. Symphonique Metallica, ouais. C'est ça, c'est Michael Kamen qui est le chef d'orchestre. Donc un gars qui est quand même proéminent à Hollywood. Je savais même pas qu'il avait travaillé dans la franchise James Bond. C'est la seule fois qu'il était dedans. Mais honnêtement, j'y donne la gloire. 5 sur 5. Adorais ça. Je suis donc bien Très content. bon fait. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième à lequel je donne ça dans la franchise, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent le côté plus over the top de James Bond, mais moi c'est ce côté-là que j'aime. C'est un espion. Il means business. Il est pas là pour s'amuser, il est là pour accomplir de quoi. Puis c'est... Ouais. Puis ça reflète aussi mes choix d'avant. Tu sais, j'ai trippé sur Casino Royale, j'ai trippé sur Bon Baiser de Russie, fait que c'est pas mal là. Mais là, que tu ça- parlais d'accomplissement, là. Ouais. Après la pause, on va recevoir quelqu'un qui a fait partie d'un accomplissement quand même majeur. Oui. Puis d'un événement que vous allez peut-être vouloir suivre la semaine prochaine, restez des nôtres. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Enfant, tu deviendras grand. Enfant, on a tout notre temps. Du danger réveillé. Oh, Please. hey, nous sommes de retour. J'avais oublié que j'avais fait ce thème-là. Hey, je vous ai-tu écœuré avec cette tune-là? Mais c'est tellement bon dans sa mauvaiseté. Ah, dans sa gloire. L'an 1999 de François Ginaud. Mais oui, donc, nous sommes de retour pour les Geeks contre-attaque en ce samedi, le 17 septembre 2022, épisode 513. Et là, c'est la première fois depuis qu'on est de retour en studio? Je pense que oui. Qu'on a un invité live, Ben non. là. Ben non. Ben Non? On Non, a eu Thomas Rodrigue. Thomas Oui, Rodrigue. c'est vrai. Ben oui, excusez. Je suis dans le champ complètement. Pardon le thème pendant que je m'en fâche pas trop. Les Geeks du Contre-Attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Donc, invité de la semaine. Ben oui, c'est pour ça que je suis excité et nu. Oui. Chronique récurrente au Geek contre-attaque. Stéphane sort d'ici, sort de ce corps. Non, c'est ça. Mais non, chronique récurrente qui arrive souvent au Geek contre-attaque. Je sais pas ce que je pensais. Donc, cette semaine,
on reçoit le 3e membre d'un projet qu'on avait reçu dans le passé au Geek Contre-Attaque, mais on le reçoit pour une raison bien spécifique. Est-ce que vous connaissez le film? Je vous pose la question rhétoriquement, vous en studio, mais je le pose au public plus. Ouais, ben oui. Le film, infâme film notoire qu'est The Room, donc La Chambre, traduit artisanalement par 3 personnes de Québec qui ont pris ce film-là classique, qui est un genre de le Citizen Kane du mauvais cinéma. Oui. Qui ont décidé d'en faire une traduction québécoise. On en avait reçu en studio 2 des 3 personnes qui avaient fait ce projet-là, il y a quelques années. Donc, on parle de Guy Langlois et de J-Man, effectivement. Et là, on a le 3e mousquetaire qui vient nous parler encore une fois de ce projet-là parce qu'il se passe quelque chose la semaine prochaine. Charles Fortier, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Bonjour messieurs, ça va bien? Yes. Ah, et puis je me suis rappelé qu'on s'était croisés aussi quand on avait fait la collaboration avec Douteux. Oui. Au Pop Saint-Patrick. Oui, c'est ça. Le dernier dimanche du mois de mai. Ouais, c'était notre première fois qu'on sortait en tant que Geek Contre-Attaque depuis le début de la pandémie, puis on avait rencontré des gens qui étaient des fans sur la chaîne Twitch qu'on n'avait jamais vu dans la vraie vie encore. Ça avait été un événement particulier pour nous autres ce soir-là. Puis... Cool. Hey Charles, oui. Je veux te poser une question parce que j'ai bien beau chercher. C'est très underground comme projet, ça. Très, très underground. Il n'y a rien sur Google. Et tu googles ça, la chambre BE, la chambre apostrophe, la chambre québécois, la chambre de Room québécois, la chambre traduction québécois. J'ai tout essayé pendant qu'il parlait de James Bond parce que ça m'intéressait pas. Non, c'est pas vrai. mais, non, c'est pas vrai. Hey, c'est mon James Bond préféré. Décrit par mon 7e membre des Geeks Contre-Attaque préféré. My God. Non, pour vrai. Non, j'ai essayé de trouver, j'ai rien trouvé. Pourquoi? Le pire, c'est que on l'a présenté le mois dernier au Brouhaha à Montréal. Puis par la suite, justement, on a eu l'idée de faire un groupe Facebook de tous les fans là, qui voudraient justement se joindre à nous. Là. Donc, ceux qui vont venir justement la semaine prochaine, on va pouvoir vous joindre. Je sais pas si c'est un groupe qui est privé, c'est pas moi qui l'a fait. Mais c'est ça. Dans le fond, on veut écouter en salle The Room avec une traduction québécoise, avec sur place les 3 gars qui ont fait les voix. Ouais, il va en avoir deux seuls qui vont être présents parce qu'en fait, il y a Guy Langlois justement que lui, il part en voyage, mais pas n'importe où parce qu'il part en voyage à San Francisco, là où est-ce que The Room a été fait. Oh! Donc, tu sais, si possible, entre autres, lui m'a dit, par exemple, l'endroit où est-ce qu'il y a la fleuriste avec le chien, apparemment, maintenant, c'est rendu un restaurant asiatique. Fait que s'il est capable de nous faire des petites capsules de là où est-ce que il y a des parties de The Room où il a été filmé, comme par exemple le parc, ou mettons, les différentes shots, la ruelle, les affaires, même s'il est capable de les trouver, là, ça serait parfait, là, mais il y a ça, on avait trouvé ça sur Google, par contre, des endroits où est-ce que The Room a été filmé à San Francisco, puis maintenant, de quoi ça a l'air, donc, je suis sûr qu'il va pouvoir nous alimenter cette semaine. Ben oui. Là, dans le fond, l'événement de la semaine prochaine, c'est où? Oui. Ça fonctionne comment si on veut y aller? C'est au Ninkasi Comedy Club. Donc, moi, en fait, je représente aussi Rire en Fût, puis on a un partenariat avec le Ninkasi. On s'appelle justement le Ninkasi Comedy Club. Mais mardi, jeudi et samedi, on a des spectacles. Puis ce samedi-là, la semaine prochaine, donc samedi le 24, c'est à 20h. C'est gratuit. Contribution volontaire, par contre, si vous voulez contribuer, bien sûr. Et simplement vous présenter au 811 rue Saint-Jean. C'est ma face que vous allez voir à la billetterie. C'est moi qui vais vous laisser rentrer. En fait, il y a quand même des billets à vendre, en guillemets. C'est sur Eventbrite, là, c'est pour aussi comptabiliser le nombre de places, c'est juste pour dire. Non, exactement. Pour que vous ayez 300 personnes qui réservent d'avance pour 60 places assises, ça vous met dans le trou. Mais en fait, le pire, c'est que c'est possible que si on remplit la billetterie, il y a peut-être d'autres salles qui vont s'ouvrir à nous s'ils sont pas réservés. Donc, parce que la Ninkasi, il y a quand même plusieurs salles. Oui, c'est qu'on visite. Nous, on va être là où est-ce que le karaoké se fait, le grand bar. La main, la main. Mais si on sait jamais, là, nous autres, je pense que c'est 80 places de base, mais si par exemple il y a tellement de monde qui sont intéressés à ça, on va peut-être pouvoir ouvrir le bistrot, le bar sportif en haut. Là. Ouais, je me rappelle dans les soirées quand il y avait Douteux Québec, qui était aussi dans cette salle-là. Il y avait une année, il avait pris la salle en bas aussi, mais dans l'autre configuration, là, vers le fond. Ouais. Mais aussi la salle du haut également. On avait pris une moitié, là, je pense que c'était pour Reefer Madness dans le temps. Il avait fait ça, il y avait ça. Ouais, c'était dans les derniers temps que Douteux était à Ninkasi. Exactement, qu'il faisait en haut. Mais il y a plusieurs configurations dans le bar qui permettent ça. Puis c'est une place le fun, là, quand tout le monde embarque
embarques, là. T'as une belle crowd. C'est Oh trippant. oui, puis même que à Québec, on l'a présenté une fois, 3 mois avant la pandémie, c'était au Scanner. Oh. C'est Puis- d'ailleurs la seule trace Internet que j'ai vue. L'événement en 2019, là, justement. Là, Ouais. Le 20 décembre 2019 a été présenté à 22h au Scanner de Chambre de Roue. The Room en québécois. C'est ça, donc je pense qu'on a à peu près 80-90 personnes. Je vais essayer de les réinviter, eux autres, pour voir s'ils voudraient revenir voir ça. Je me rappelle, le premier spectateur qui était arrivé s'appelait, je pense qu'il s'appelait le Baron de la Cuillère ou quelque chose comme ça. Parce que, bien sûr, ben pour ceux qui ne savent pas c'est quoi The Room, ou même ceux qui savent mais qui connaissent pas tous les détails, il y a plusieurs cadres qui ont été placés, mais qui ont été achetés, et essentiellement, ils ont juste gardé la photo générique, et c'est tout le temps des photos de cuillère. Oui. Ouais, des photos d'ustensiles. Tu sais, mais imagine des cadres bidons que Ouais, t'achètes que de t'achètes au Dollarama. Dollarama, là, c'est ça. C'est ça. Mais les autres, ils ont pas pensé à enlever la photo bidon qu'il y avait dedans. Fait qu'il y a des... T'as l'impression de un couple amoureux d'un banquier puis d'une folle qui restent ensemble avec des photos d'ustensiles partout dans l'appart. Ça n'a pas rapport, là. Ouais. C'est parfait. Non, c'est génial. Puis le pire, c'est que en fait, dans des projections de The Room, parce qu'il y a encore des projections de minuit qui se font même 20 ans après que le film soit sorti. Il y a beaucoup de En fait, personnes... ça va être 20 ans l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Le 20e anniversaire de The Room, ouais. C'est ça. Il y a encore des personnes, qui s'habillent exactement comme leur personnage préféré. Je vais essayer d'apporter mon suit pour la semaine prochaine. Si vous avez un saut trop grand, vous êtes parfaitement dans le style vestimentaire de Tommy Wiseau. T'as l'impression que louer ça d'un gars qui veut jouer au football. Mais... Oui, mais il y a oui, ça me fait. plusieurs styles vestimentaires dans The Ah Room. ouais. Moi, personnellement, je vais affectionner le style Chris R. C'est-à-dire camisole et tuque. Ouais, c'est le plus facile à. Ouais, Parce que mais- j'avoue que tuxedo et ballon de football, il faut que tu ailles les accessoires chez vous. Là. Tu sais, c'est- Si n'importe qui peut arriver avec la robe rouge, ça peut aller aussi, là. La robe rouge. Oui, la robe fameuse. rouge. La fameuse robe. La fameuse. Qui se fait malmener durant les derniers instants du Je film. sais pas comment Denis s'habille, mais je vais probablement m'organiser pour rester beaucoup plus tard à l'événement et attendre qu'on me mette dehors. Ben, le de pire, c'est façon que awkward. Denis, c'est un de mes rôles, puis pas mal en ce moment, j'y ressemble un petit peu, là, tu sais. Ouais, un petit polo. Denis, c'est l'adulte de ouais. 32 ans qui joue un adolescent de 16 ans qui a pas de parents. C'est weird, ce personnage-là. En dans fait, The Room. il y a même, maintenant, c'est sorti sur YouTube il y a quelques années, c'est un documentaire. Donc, Oui. quand on passe un peu à Spinal Tap, et ça a été fait par la personne qui a fait Michelle. Oui. L'actrice qui a fait Michelle, puis Ok, ça ok. s'appelle carrément The Room, Where Are They Now? Premier épisode, c'est avec l'actrice qui faisait Elisa. Lisa. Ouais. En fait, j'avais le nom de l'actrice en tête, que c'est 2 prénoms en plus. Ah non, puis l'actrice là qui a fait Lisa est tellement terre à terre avec avec tout ce qui s'est passé, puis elle a l'air super allumée avec ça. Puis tu sais, Tommy Wiseau, t'as encore l'impression qu'il t'es pas sûr s'il est content que le monde rit de lui, là. Il y a encore un petit doute dans sa façon de gérer la situation. Puis il fait de l'argent, fait qu'il Il en avait fait de l'argent avant, là. C'est ça le pire. Ben alors, Là, c'est il est ça. rendu connu. Puis en fait, lui, son objectif avec The Room, c'était qu'on parle de son film, Ouais, de faire le mais plus grand film. Il avait quand même l'ambition de faire de faire l'œuvre dramaturgique la plus importante Il du voulait pas nouveau faire un siècle. mauvais film. En fait, Mais non, c'est ça. si je me rappelle bien, dans The Disaster Artist, qui est le livre basé Ouais. sur les expériences de The Room, qui a été porté au cinéma aussi, normalement, quand tu envoies un projet au Academy Awards, ça prend 2 semaines avant que tu reçoives une réponse positive ou négative. Et lui, ça y a pris 2 ou 3 jours. Ah, ok, ça a été Ça a été une réponse évidemment très positive. Oh, définitivement positivement négative. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, nous sommes très heureux de vous annoncer que c'est un non absolu. Tu sais. Loin de moi l'idée de vendre le projet de la chambre de Room version québécoise qui va être diffusé au Ninkasi Comedy Club la semaine prochaine. Mais j'ai fait la projection avec l'accord de Monsieur Guy Langlois sur Oui. la chaîne Twitch Oui. pour quelques gens. Et il y a des gens là-dedans qui n'avaient pas encore vu The Room et qui ont été, ma foi, transportés par le travail de moine que vous avez fait, la traduction, le son, les petites nuggets de Easter eggs que, tu sais, des fois, il y a des arrêts et il y a de la musique qui part dans The Room. Oui. Et ces musiques-là ont été changées pour des versions plus québécisées musicales. Tout ça est merveilleux. Que vous ayez vu The Room ou non, allez voir ça. S'il vous plaît, allez entendre ça. Expérimentez The Room pour la première fois en québécois. Et en plus, ben, si
vous êtes de ceux qui ne comprenaient pas l'anglais, ben ça vous donne accès à ce joyau, tout simplement, je vais utiliser mon mot fétiche ici, merveilleux. Ah, c'est bon. Parce que, tu sais, pourtant, tu sais, ça parle, c'est un triangle amoureux, mais c'est par la suite, les péripéties qui deviennent de plus en plus absurdement étranges. Les portes qui sont ouvertes et fermées presque aussitôt dans une même scène et qu'on n'entend plus parler dans le film. Et Les répliques qui sortent d'un chapeau, qui ont été pris au hasard. Le script qui se veut une tragédie grecque, mais qui n'en a de grec que le cadeau. On va dire ça comme ça. Oh! Hey, on va dire que la chanson de la semaine, parce que c'est dans le thème. C'est dans le thème. Ah, c'est dans le thème, en Ouais, plus. tu vas voir, tu vas voir. Ah, yeah, allez voir ça. La semaine Écoute, la repasser. Un peu, check bien. La Ok. chanson de la semaine 3. La chanson de la semaine On se parlait de la technicalité d'enregistrer ça après la chanson musicale, mais la chanson musicale. Hey, c'est ma sorte de chanson préférée, ça. C'est Celle les qui a de la meilleures. musique dedans, Les là. meilleurs. C'est les meilleures. Mais c'est parce que c'est chansons douteuses de la semaine. Ben voyons donc, toi. Ben oui, c'est que... Mikey ne l'a pas reconnu. Hier, sur la chaîne Twitch. OK. OK. Dans le fond, on écoutait deux films. Oui. C'était Simon l'invité. On était dans le Turc, entre autres. Mais on écoutait aussi, si je me trompe pas, c'était... Je viens de le voir. Ben oui, Oui. ben on écoutait à la fin, là. on parle des deux films. OK, on écoutait New York Ninja. New York Ninja. Et on écoutait Turkish James Bond. And Borukium Book, une fois de même, là, Ouais, le c'est Turkish ça. James Bond. Et en écoutant New York Ninja, Mikey m'avait demandé d'essayer d'extraire une toune de la trame sonore. J'ai cherché. J'ai pas réussi à trouver quelque chose de la qualité que je voulais. Mais, écoute, je me suis pas laissé abandonner, je me suis pas laissé Abattre. abattre. Ouais. Ouais, voyons, tabarouette, ils sont où? Tu t'es pas emporté abandonné. Ok, je vais essayer d'amener mon vocabulaire avec moi la prochaine fois, je vais venir. y a-tu un dictionnaire en arrière? Bref, j'ai pas laissé cet obstacle-là m'empêcher d'amener une toune drôle. Et parmi les choses que Mikey fait sur la chaîne Mikey GLGCA sur Twitch, allez-y, c'est le fun, tout le temps. Ça fait quelques semaines qu'on écoute des épisodes de la série Spider-Man de 1978 au Japon. Spider-Man. Spider-Man! Spider-Man! Et la tune thème m'a fait capoter encore. J'ai dit, je l'ai trouvé la vraie version extended complète, bonne qualité. Faisais mon café un matin, j'ai juste ça dans la tête. Ouais, et l'artiste s'appelle Yuki Ide. Donc on écoute Kakeru Spider-Man 1978 au Geek contre-attaque. Spider-Man! Hey, c'est que cette tune-là. Ouais. Hey, la série est bonne en passant. À chaque fois qu'on oui. sort un épisode, on a du fun à l'écouter. C'est comme un mélange de toutes les trucs cool qu'on aimait dans les années 70 qui venaient du Japon. Là, prends Goldorak, prends Power Rangers. Les Super mettons. Sentai. Ouais, les Super Sentai. Puis mélange ça avec Speed Racer. Mais tout ça ensemble, puis c'était Japanese La Spider-Man. réalisation très créative pour les moyens de l'époque. Ouais. Puis c'est juste le right amount of cheap and awesome. Ouais, parce que c'est comme, tu le sais, ils savent très bien qu'on n'a pas les moyens de faire ce qu'ils veulent faire, mais ils s'empêchent pas de le faire pareil. Puis ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, honnêtement. Mais ouais, parlant d'avoir peu de moyens pour accomplir quelque chose. C'est que vous aviez pas les, tu sais, The Room, on ils ont continue pas à parler de on continue à parler de The Room, la chambre, version québécoise. On s'entend que le Tommy Wiseau Movies Production vous a pas donné la permission de faire ça. Nope. Et ils vous ont pas donné de tracks, de track de background de son sans les voix pour que vous puissiez Nope. traduire par-dessus. Ça fait que là, non seulement il fallait que vous refassiez toutes les voix, entre Oui. vous trois, mais aussi tous les sons. Oui, ça, c'est J-Man qui s'en est chargé et entre autres, il dit qu'il a trouvé la trame sonore sur Internet, sauf que les tunes n'étaient pas dans le bon ordre et il y a des tunes qui étaient dans la trame sonore mais qui n'étaient pas dans le film Oui. et vice-versa. Ouais. Entre autres, je pense qu'il y avait une tune qui dans la trame sonore qui durait seulement 13 secondes. Puis, tu sais, elle commence, puis tu sais, tu penses qu'elle va continuer puis que ça va être une tune, puis elle arrête abruptement pour aucune raison. Je pense qu'il y a une tune aussi qui dure quelque chose comme 1 seconde seulement pour n'importe quelle raison. Et ouais, donc ça a été pour lui ça a été un montage quand même assez difficile par rapport à ça. Puis aussi c'est lui qui s'est occupé de tout ce aussi qui est niveau sonore. Ouais. Puis il y a même eu une belle petite anecdote parce qu'à un moment donné son disque dur a été corrompu puis il a perdu sa partie de travail à lui.
Oh! Il a fallu tout refaire à partir de ça, là, donc... C'est de l'ouvrage, ça. C'est... Tandis que Guy, lui, c'était plus celui qui s'occupait de tout ce qui était plus des voix des personnages, entre autres. Oui. Parce que c'est de l'ouvrage, parce que, tu sais, imagine tous les bruits de pas, les bruits de verre, les bruits... Oui, Tout... il faut... Le Foley, man, c'est tellement long. Il faut tout enlever pour après ça remettre ça pièce par pièce. C'est comme du stop motion, coller des petites affaires, faire mettons un miniature à l'intérieur d'une bouteille, ça ressemble à ça. Moi j'ai eu la job facile, j'ai fait la traduction puis ça a été vraiment pas si long que ça. Ma plus grosse anecdote c'est que quand j'ai collé la traduction, je sais pas si c'était par mégarde ou si c'était fait comme ça, mais au début je regarde, je fais voyons comment ça c'est 320 pages pour finalement me rendre compte qu'il y avait 4 fois le même. Il l'avait 4 fois. Fait que finalement, c'était juste 80 pages. Oh, ouais, c'est 320 pages pour un script, c'est ça, là. C'est un film de 320 heures, hein. C'est 320 minutes, là. Mais c'est surtout que, l'idée de faire ça, je pense que c'était juste avant que The Disaster Artist sortait. Fait que, moi, quand j'ai eu l'idée de faire ça avec J-Man, je voulais qu'on profite de l'énergie, du hype qu'il y avait autour de Disaster Artist pour le sortir en même temps. Fait comme, hey, on a ça qui rentre en même temps. Ça pourrait être cool pour, justement, les fans québécois qui, pourraient connaître The Room, mais il y en a qui parlent malheureusement pas anglais. Donc, c'est un peu ça, mais finalement, à cause on a certains retards dans notre projet, à cause d'une corruption. Donc, mais finalement, je pense qu'on a fini ce projet-là, c'était fin 2018. On l'a présenté une fois au Brouhaha en 2019, en janvier 2019. J'ai été tout seul en janvier. Il faisait un froid de canard. Puis moi qui connais pas Montréal, je vais me rendre de la station de bus jusqu'au Brouhaha. Je fais comme... La première diffusion au Brouhaha a quand même laissé des traces. Peut-être. Dans les toilettes. Oui. Oui, tu peux le dire. Toi, t'as été là. Moi, j'ai juste entendu parler. Oui, il y a quelqu'un qui a mis une réplique. Il a dessiné ça au Sharpie sur une des portes de toilette des hommes. Voilà. Ah, ok. C'est encore là, genre? Ouais, c'était encore là, même qu'on a été le mois passé. Wow. C'est ça. Ok. Quand on s'attaque à traduire The Room, parce que vu que t'as fait la traduction, c'est une question que je vais poser bien spécifique à ça. C'est que où la ligne entre je veux être exact au script pour être sûr que les gens aient la même expérience s'il n'y a pas la même langue, versus est-ce que je veux faire des référents qui vont être plus faciles à comprendre pour quelqu'un qui parle québécois, ou je le garde le plus authentique possible? Je l'ai gardé le plus authentique possible. C'est sûr que The Room, c'est un film qui se passe à San Francisco, donc j'ai... avec l'accord justement de mes collègues, on s'est quand même regardé pour ça. C'était pas à Saint-Irène parce que c'était traduit en québécois, c'est ça mon point. C'est ça, exactement. Entre autres, justement, ça se passe à San Francisco, on garde ça, mais par exemple... il y a une mention, je pense que c'est de Grand Central Station, qui est une station de métro, de train là-bas. On a mis quelque chose de plus québécois, là. Okay. Sinon, il y a une expression que je me rappelle exactement, que c'était XYZ, tu sais, check your zipper, qu'on a mis autre chose complètement à la place, là. C'est ça, parce qu'il n'y a pas d'équivalent français de cette expression-là. C'est ça, mais ce n'est pas une parodie, je le répète, c'est une traduction intégrale. Yes. Avec quelques petits easter eggs de plus, là, mais qu'on s'est amusé à faire. Mais... Le but étant de faire découvrir ça aux gens qui parlent pas en anglais. C'est ça, c'est ça, exactement. Yes, donc La Chambre. Si on va aller voir ça, on va à Ninkasi, c'est samedi prochain. Ouais. À 20h. À 20h24. Fait réserver aux places d'avance, j'imagine? Oui, c'est sûr. Dans le fond, le Ninkasi Comedy Club. Puis sur Eventbrite aussi. Vous pouvez nous trouver sur Facebook aussi. Donc, tout ça. Puis en plus, c'est ça. Là, on est Ninkasi Comedy Club. Je représente ça. Puis on a des spectacles, justement, pour tous les goûts. On a des open mic les mardis à 5$. On a des spectacles tête d'affiche les jeudis à 10$. Le samedi, en général, c'est plus des 60 minutes, normalement, ou des 30-30. Donc, mettons, là, je veux rire jeudi. C'est qui va avoir? Jeudi prochain, attends un instant, je peux te sortir ça tout de suite. Ben oui, là, je te pose une curveball, mais c'est parce que... Non, je m'étais préparé, Non, mais c'est ça, là. On se prépare tout le temps au Geek Contre-Attaque. Jeudi tout le temps. Jeudi prochain, on a eu un petit bémol, il va peut-être falloir qu'on reconstruise un peu notre horaire, entre autres, on a Pascal Marino, qui est une humoriste qui est gradué de l'ENH, qui vient le 22, entre autres. Le 29 septembre, on a Charles Deschamps et Anthony Rémillard, qui s'en viennent jeudi le 29. Sinon, même samedi, le 1er octobre, on a Étienne Dano qui est là. En fait, ce soir même, on a Val Bézil. Moi, je peux dire que Pascal Marino, là, cette fille-là, je la suis sur TikTok et elle est absolument hilarante. Ah ouais? C'est une des rares sur TikTok que je suis pis que j'étais comme...
À chaque vidéo, elle me fait tout le temps rire. Oh, ok. Honnêtement, là, Pascal Marino, ça a clairement mon stamp of approval, là, de comme, wow, c'est... Conan Proof. Non, mais c'est rare, là. C'est chiant, là, mais c'est rare des filles qui font pas dans l'humour, que c'est, je suis une fille pis c'est drôle. C'est comme, non, elle est juste drôle, la fille. Elle essaie pas d'être drôle. Elle l'est, man. Mais il y en a entre autres, tu sais que Mégane Brouillard, sa carrière Oui. a vraiment Ouais, explosé ça a à cause de explosé à cause de TikTok. TikTok. Ouais. C'est ça, C'est exact. ça. Sinon, il y a Tommy Néron aussi qui est beaucoup là-dessus. Tom Néron puis Charles-Antoine. Charles-Antoine Desgranges? Oui, Charles-Antoine Desgranges Ouais. aussi. Il est Charles-Antoine pas pire, Desgranges, il est lui, pas je pire me sur rappelle TikTok. qu'il Oui, vient... mais j'ai connu là Quand est-ce aussi. qu'il vient? Il vient le 17 novembre. Bref, un line-up le fun pour les mois qui s'en viennent. Ouais, ben j'ai carrément mon horaire directement sur mon téléphone en ce moment. Là, Yes. puis on sait du fun. Là. Tiens, entre autres, 6 octobre, on a Matt Lévesque qui vient faire son spectacle de 60 minutes. 7 et 8 octobre, on a les Bad Boys avec Renzel Washington. Truitt avec Jessica Chartrand et Véro Isabelle Filion qui vient le 15 octobre. Donc, on se ben du fun. Hey, Charles Fortier, merci tellement d'être passé au show. Ça fait plaisir. Merci à toi, Eric. Merci Yes. à toi, Conan, et à Mikey G. Yes. Hey, on vous quitte un petit 3 minutes. On revient après parce que là, on va parler à Conan. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Ça vient d'où, donc, ça? Hein, Hey, ça, c'est True Survivor, David Hasselhoff de la trame sonore de Kung Fury. Ah, c'est ça, c'est Kung Fury. Oui. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode des Geeks Contre-Attaque en ce samedi, le 17 septembre 2022. Oui. Je sais pas, j'hésite sur le mois tout le temps. J'ai choisi ce jingle-là pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on parlait de films douteux. Oui. Et deuxièmement, celui qui s'en vient nous parler unleash souvent sa Kung Fury sur les ondes. Sa fureur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan le furieux. Bon. Je vais commencer par ce qui m'a maudit tout de suite. Ça va être fait. Tabarouette. What really grinds your gears? It really grinds my gear, là. C'est des scénaristes qui mettent leur idéologie politique dans une affaire qui a zéro rapport à la politique, puis qui essayent de faire comme si de rien n'était, puis ça m'écoeure à un point que ça m'enrage. Et Voyons. il y a eu un excellent exemple de ça dans la dernière série de L-O-T-R-R-O-P, donc Lords of the Ring of Power. J'ai pas Et, continué encore. Ben, tu sais, honnêtement, j'ai continué d'écouter parce qu'il y a quand même des choses que je trouve intéressantes dedans. Entre autres, là, tu sais, tout le cash est clairement mis à l'écran. Oh, oui. Ça, là, on peut pas le renlever à Amazon. Chaque scène est à l'écran garantie, tu sais. Oh, oui. Y a pas personne qui s'est fait, qui est devenu riche en faisant cette chose. C'est pas un scam de cash à la UV Bowl, Non, là, non, parce que t'as quelqu'un c'est qui s'est ça. graissé pendant que le Exact. produit est parti de ça. Non, là, T'sais, tout... Puis il y a bien des affaires que je sens clairement qu'il y a beaucoup de travail puis de recherche qui a été faite là-dedans, tu sais, particulièrement tout ce qui s'appelle décor, tout ce qui s'appelle Oui. costume. Mais là où le bat blesse, c'est les dialogues. Parce que là, les dialogues, des affaires comme tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Ah, mais tu ne devrais pas. Mais tu n'as pas vu ce que j'ai vu. C'est comme ces niveaux-là. Les dialogues écrits par des adolescents pour des adultes. C'est- Là, les c'est- adultes font comme... C'est bien niveau immature, secondaire. Ouais, non, c'est ça. C'est des affaires là que tu penses à ça quand t'es au secondaire, pis t'es comme c'est donc bien puissant cette phrase-là. Finalement t'es comme en tant qu'adulte, t'es comme non, la phrase tu ne sais pas ce que je sais, c'est vraiment poche. C'est comme t'asseoir à 35 ans puis regarder tes posts quand t'avais 16, puis tu fais que... Oh... Pis tu sais tes posts qui étaient super full of themselves, qui étaient sûrs que c'était comme Dieu est mort. C'est le genre d'attitude de même qui m'énerve. Et il y a une belle scène de ça dans le dernier épisode, le 4e de Lord of the Rings. Il y a une scène où les humains sont fâchés parce que les elfes prennent leur job.
Ok. Et là, il y a une scène, genre rallye, comme le monde font le salut, le salut à la main Ouais. droite. Genre, Non. je te jure, man. Ok, il y a du gros racisme. Ils ont pas fait une genre de Ils ont fait un référence rallye au- de Trump. Genre, Ok. Ah, il y a du... Ah, tu sais, il y a quasiment quelqu'un qui dit, oh, you're Make Middle Elf- Earth great again. elf. Non, mais, man, ça aurait été moins fâchant quasiment, tu sais, ça aurait été comme, ben là, au moins, vous assumez, là, c'est juste, ça essaye d'être full, ce qui m'écoeure, c'est que ça essaye d'être, que c'est pas ça. C'est pas comme si on savait que c'est une série, mettons, une série politique. Là, c'est une série d'elfes pis de... C'est de la high C'est fantasy, du mais il fantasy essaie écrit de- par un gars de 500 ans. Penses-tu qu'ils s'en plug- calissent, man? Le Trump! C'est parce qu'ils pluguent leur idéaux directement dans le produit, qui est de la high fantasy dans un monde fictif, reculé complètement du nôtre. Après ça, s'ils se font confronter à... Pourquoi vous mettez votre politique? Non, fait pas ça, non. Il y a pas de politique dans nos affaires, Non. là. C'est inhérent à l'œuvre de Tolkien. Là. Nous, on a fait qu'exploiter Nous, on les a thèmes qui non, sont c'est déjà ça. là, comme fuck. Nous, on a compris parce que j'ai comme over-analysé quelque chose qui a pas besoin de l'être. C'est honnêtement, là, C'est- faire partie de la famille de Tolkien, man, je voudrais brûler Amazon. Mais c'est basé ces annexes du livre, là. C'est pas, c'est vraiment canon. Fait que tu sais, c'est juste qu'Amazon pense qu'il est cool dans Lord of the Rings. Il n'y a rien à battre. J'ai écouté 2 premiers épisodes, ça fait comme, ouais, il fallait que je les écoute pour le show. Mais là, d'animer les Geeks contre-attaque n'est plus une raison suffisante pour que je continue. J'ai plus envie. She-Hulk s'améliore avec le temps. Honnêtement, Ça, c'est ça, moi aussi, j'allais dire. She-Hulk me non. fait moins, m'énerve de moins en moins. et j'ai découvert une nouvelle série que j'ai hâte de finir, qui vaut bien plus la peine. Puis on va faire un petit croche là-dessus. Cyberpunk 2077 Ah oui, Edge ben Runners, oui, c'est-tu oui. bon ça? C'est très surprenant. Puis moi, je vous recommande de l'écouter le dub français. Oui, c'est Le exactement dub ce que je français fais. Oui. est meilleur que le dub anglais. Oui, je seconde Puis totalement en français, c'est cœur. Les acteurs qui ont sont vraiment meilleurs. Là, ça n'a même pas de sens. La trame sonore, c'est Akira Yamaoka. Ça, c'est Monsieur Ambiance de Silent Hill. Ah, ok. C'est lui qui est derrière la franchise. franchise. Toutes les Silent Hill, c'est lui qui a fait la trame sonore. J'admire ce gars-là pour la job qu'il a fait. Et là-dedans, je te dis, wow! Non, c'est C'est une série vraiment qui, bien fait. Moi, j'ai joué au jeu. Si je vais-tu retrouver Oui, des- Ça donne envie de jouer au jeu. Moi, ça m'a redonné le goût de jouer au jeu immédiatement. C'est tout ce qui est ce qui est le fun, c'est que c'est comme si tu écoutes une série qui filme dans le quartier où tu habites. Si t'as joué au jeu. Parce que tu reconnais toutes les places. L'appartement au début du jeu, c'est l'appartement au début du jeu dans le jeu aussi. Ok. Que dans la série. Fait que tu reconnais les pièces où ce que la douche est, où ce que le divan est. Il sort du bloc, c'est le même coin de rue. Comme Witcher a fait en live action. là. Ils vont au Afterlife à un moment donné, puis tu reconnais dans le background des personnages qu'il y avait dans le jeu. Ah wow. C'est le fun parce que c'est familier. T'as l'impression que la série se passe en temps réel, que si je vais rejouer une game de Cyberpunk ou je reload une de mes games, ça se passe pendant que je joue, c'est vraiment pété. Puis en dehors de tout l'attachement qu'il y a aux jeux vidéo, c'est juste une très bonne série Cyberpunk qui se gêne pas sur le gore puis sur la vie. Hey, c'est C'est- surprenant comment que... C'est brutal, là. La violence, je te dirais que... Ben, comme Last Man. Même vibe que Last Man. Ouais, mais c'est plus brutal que la semaine quand même. Mais dans le sens que la violence, Man, c'est brutal. Oui, là. mais il y en a pas... Il y en a pas beaucoup. Ça, Mais là, quand là, ça arrive, ça là, moi, ça me faisait quasiment un peu penser à du Suicide Squad. Tu sais, comme il y a une grosse gang de monde, il y en a vraiment beaucoup là-dedans que tu verras plus, là. Oh, Fait, ouais. tu sais, ça prend quand même du gars d'écrire une série que tu butes tes personnages, là. C'est quand Ouais. même pas rien d'habitude, là. Attache-toi pas à personne, ils peuvent tous décoller d'un moment à l'autre. C'est ça, exact. C'est... Non, moi, honnêtement, j'étais très, très, très surpris, là. Ouais. Puis la qualité d'animation est vraiment là. Le studio, C'est Trigger, je pense. Trigger, exactement. Ouais. Ils font vraiment, là, des animations de très haute qualité. On sent pas d'économie de dessin, là. C'est comme souvent dans les animés, mettons, les personnages vont parler, leur corps va être complètement statique, il y a juste la bouche qui va s'animer. Ouais, pour pas avoir à dessiner autant de frames, là. Il y a pas ça. Là, il y a aucunement ça, là, tu sais, les corps sont très, très dynamiques, là, les actions. Puis on comprend bien l'action aussi, ce qui est le fun, là. C'est pas juste des trucs qui vont trop rapides que tu comprends pas l'action. L'action est vraiment claire dans la manière qu'ils font. Puis, Oh, oui. l'affaire que j'ai aimé beaucoup, c'est que, j'ai pas joué beaucoup au jeu, mais j'ai l'impression pas mal que tout ce qu'on voit dans la série, on peut le faire dans le jeu. Oui. Toutes les Comme armes dans sont dans le jeu. Witcher aussi, il faisait Ouais. ça beaucoup, Ouais. là. Toutes les armes sont dans le jeu. Tout Ouais. ce qu'ils portent
c'est des affaires que tu peux trouver dans le Les jeu. armures. Les implants ont les vrais noms. Les HUD, quand ils regardent dans une caméra, sont les mêmes que dans le jeu. Le son du téléphone est le même. Le font des textos est le même. C'est ça, là. C'est une adaptation 100% fidèle au matériel source. Si toi, Mikey, t'as aimé Cyberpunk, j'ai bien aimé Cyberpunk. Oui. Je trippe dans la série, là. Je trippe raide. Je suis tellement content que ça existe. Je te le conseille fortement pour toi et pour ceux qui ont aimé le jeu. Puis même si vous avez pas aimé le jeu, c'est une legit bonne série Cyberpunk tout court. Pensez, Cyberpunk, ceux qui ont joué au jeu de table à l'époque, sont contribués Shadowrun pis ce genre d'univers-là, Neuromancer pis tout ça. Là, on a une série animée d'excellente qualité, bien écrite, qui est dans cet univers-là, puis c'est bien fait, puis c'est pas fait cheapo ou c'est fait de se débarrasser, là. Non, puis aussi, ce qui est le fun, c'est que le scope est quand même petit. Tu sais, tu suis comme un gars pis ça gagne. C'est pas comme l'histoire au complet de Night City, puis tu sais comme s'ils réussissent pas, la ville pète. Non. C'est une petite histoire de gang, de ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui rentre dans de une gang, puis c'est un coming of age, en fond, parce que le gars, il a 16 ans, le protagoniste. C'est une campagne. Pas mal. Un peu, Pas ouais. mal. Ouais, tu sais. Puis, je pense que ça rajoute à la familiarité de quand t'as joué au jeu, puis tu regardes la série, puis t'es comme, OK, Belda va trouver ses premières affaires. J'ai hâte de voir comment ça finit, parce que là, je suis comme 5 épisodes in, à peu près, là. Puis, mais, wow. Puis oui, en français, tellement en français. Vraiment, là, Tellement. ça vaut la peine. Mais je dirais quasiment, moi, je suis rendu un peu tout ce qui s'appelle animé en français. Ouais. Les doubleurs ont plus d'expérience puis de talent en français. sont meilleurs parce que les anglophones, garantis. parce que ça fait 50 ans qu'ils le font. Les anglophones, ça fait combien de temps qu'ils traduisent en anglais du stock? Mais il y a aussi une affaire qu'on dirait que dans les... Parce qu'on dirait que les traducteurs français d'animé cherchent pas à aller chercher Mettre les un mêmes acteur. intonations que les Américains font. Ouais. On dirait que les Américains veulent copier l'espèce d'intensité des acteurs japonais qui sont comme oh, fait que tu sais, personne parle comme ça dans la vie, mais en français ils font pas ça. Fait que je pense que c'est pour ça que je trouve que c'est meilleur, Ouais. parce qu'en anglais ils vont y aller avec le méga aussi de même. Oh, hey bro, ils vont parler. Ben, Pas Akira, naturel. Ninja Scroll et compagnie, c'est toutes des affaires que j'ai vues en anglais et en français, puis Ok. c'est tellement vrai que le français est beaucoup plus grounded dans la réalité, parce que c'est les mêmes doubleurs qui vont doubler les films qu'on est habitué de voir, qui sont complètement rentrés dans notre ADN de culture Audio, populaire. ouais. Tu sais, et tout de suite, il y a la même vibe. Tu sens que le produit est plus sérieux et légitime parce que les acteurs qui jouent dedans, les voice actors qui jouent dedans, prennent le matériel au Justement, sérieux. c'est pas Ils des font pour vrai. traducteurs, c'est des voice actors. Ça c'est des Exact. acteurs là, carrément. là. Exact. Et c'est... Alors qu'au cinéma, tout ce qui se fait comme traduction au stage, souvent, ils veulent mettre des noms. Ouais. Tu sais, Ah, ouais, ils vont mettre un ouais, acteur ouais, régulier à faire du voice acting. Mais c'est pas un talent qui se transmet de façon automatique. Tu sais, Non. Je un te bon dirais voice actor que n'est pas nécessairement un bon acteur et vice-versa. Le meilleur exemple, c'est pour Ghibli, pour le château ambulant, Oui. Hell's Castle, tu sais. En français, c'est un dude qui fait la Ouais. voix. En anglais, c'est Christian Bale. Puis ils l'ont mis sur la pochette. With the voice of Christian Bale. C'est comme, ouais, mais il est pas si bon. C'est comme, il est correct, là. C'est ça. En tant que Hal, il est correct. Oui, c'est juste que Mais c'est pas voice actor populaire, on c'est un acteur. Tu sais, je trouve que le cinéma japonais d'animation passe par-dessus les acteurs qui font leur voix, là. Ah oui. Tu sais, N'est pas Mark Hamill qui veut. Un peu comme que... Effectivement. mais c'est un peu la même affaire que... Me semble que tu te trompes quand tu mets le voice acting en emphase sur la campagne de marketing d'un film. Ouais, mais je pense tu sais, que quand ça, c'est- Garfield, là, que le gros attrait de Garfield, C'est la voix de Bill c'était Murray. la voix de Bill Murray en Mais anglais, puis en français, ça, c'était c'est qui un- tu déjà? sais que c'est un C'était- accident, Ricuard. comme Bill Ouais, Murray. ouais. Il était pas supposé le faire, puis il a comme dit oui, comme juste pour niaiser. Ouais, puis finalement, Finalement, ils ont fait que non, mais oui, là, on va aller faire les films, puis quand... ça ne tentait pas. Mais tu sais, puis, au Québec, c'est ça, il y avait la traduction, puis c'était Patrick Huard, mais c'était un gros pub, la voix de Patrick La Huard. voix, Mais je veux ouais. pas savoir c'est qui fait la voix, le film est-tu bon? Mais ça, tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est pour essayer de se rattraper sur des films qui savent qu'ils sont pas très bons. Mais pour les affaires animées, j'ai l'impression que c'est vraiment juste pour faciliter l'entrée dans le marché. Parce que les Américains, ils veulent rien savoir. Je sais, les sous-titres, ils veulent même pas... ils veulent- Moindrement, tu sais. Fait Ils ont de la misère au bout. Ils sont obligés de retourner les films flambant en eux pour que les autres les écoutent parce qu'ils veulent pas se taper. Tu sais, je veux dire, je me rends compte qu'il y a une partie de ça que c'est pas tout le monde qui lit rapidement. C'est un skill que c'est pas tout le monde qui possède, de lire assez rapidement pour avoir le temps de finir le texte. Ou d'être capable de... Puis de regarder l'image C'est aussi en ça. même temps, là. Puis de capter ce qui se passe à l'écran en même temps. Tu sais. J'imagine qu'avec l'habitude, c'est quelque chose que tu fais sans trop t'en rendre compte. Moi, j'ai zéro problème avec les sous-titres. Ah, mais il y a plein de monde qui aime juste
Pas ça tout court, là. C'est ça, c'est comme... Mais par contre, j'aime ça l'écouter sans sous-titres par mois. Une fois que je l'ai vu une fois avec les sous-titres, puis que j'ai saisi ce que j'avais à saisir, le réécouter sans les sous-titres. Ou l'inverse, si je l'ai vu sans les sous-titres, le réécouter avec pour remarquer d'autres détails. Mais c'est vrai que tu focuses plus, évidemment, sur l'image quand t'as pas de sous-titres. Ah non, mais puis aussi, évidemment, c'est garanti là, que quand tu lis le sous-titre, mettons surtout un film qui a beaucoup de dialogue, t'as pas le temps de regarder les faces des acteurs. Si les phrases s'enchaînent l'une à côté de l'autre, tes yeux ont pas le temps de remonter pour voir la face de l'acteur avec son émotion. T'es concentré sur le titre parce que, en plus, c'est un peu sécurisant les sous-titres, là, des fois. Ouais. Il y a plein de monde qui y mettent juste parce que ils comprennent super bien l'anglais. Mais, au cas où qu'on pas entendu une petite phrase que là, comme, mais il a marmonné un mot, là, c'est pis mon là. cas. Non, mais c'est le cas de beaucoup de monde, de beaucoup de mes Ouais. amis, c'est comme ça, que, ils veulent pas avoir à penser à comme, qu'est-ce qu'il a dit, v'là 10 secondes parce qu'on est rendu 8 phrases plus tard. Ouais. Puis là, t'es rendu à faire du rattrapage dans ta tête de comme qu'est-ce que le gars il a dit. Puis là, il faut que tu fasses. Faites pause 2 secondes, les boys, là, recule à 5, là, tu sais. Ouais. Fait que ça sécurise beaucoup du monde. Mais au States, c'est pas le. Non, ça, ils veulent, on dirait que Ils veulent pas ça. les médias de masse veulent pas. Le public de masse veut même pas se prêter à cet exercice-là, puis ils essayent pas de leur imposer de toute façon. Ça a donné un paquet de remakes mauvais là, que les States ont fait de produits étrangers. Là. On sinon, peut t'en nommer 1000. Mais sinon, t'as vu quoi? À part les deux séries qu'on parle, là. Ben sinon, j'ai vu. Ouais, j'ai écouté des vieux films. 2 vieux films. Un que je vais écouter, le remake plus récent. Ok. Et c'est le Heavy Metal. Oh. Je me suis retapé le film de 1981 d'animation Heavy Metal. Ouais. Ça part d'une revue. Et Tu là, regardes en français? non, je l'ai pas regardé en français celui-là. Je l'ai en français en VHS dans les affaires. Ouais, Métal c'est ça, hurlant. mais dans le temps, quand je l'avais écouté, quand j'étais jeune, c'était en français parce que je ne pas d'anglais. Mais là, tu sais, donc Metal Hurlant, c'est une compilation de courts-métrages d'animation que sensiblement une espèce de fil conducteur avec, dans le sens qu'il y a comme Ouais, avec la sphère. Ouais, une espèce de sphère verte, tu sais, qui parle à des gens, que les gens se passent un peu une passation de pouvoir, mais ça dépend du récit dans lequel la boule verte est. Ça, c'est la sphère corrompt, mais d'une façon différente à l'histoire. C'est ça, tu sais, des On fois, va donner le pouvoir le pouvoir, mais ce pouvoir-là va te corrompre d'une façon ou d'une autre. Mais pas tout le temps, tu sais, des fois, à la fin, la fille en rouge, elle va juste, elle a juste avec elle, là, Ouais, faut c'est qu'elle la vrai. portée, puis elle est correcte. Parce Tu sais, qu'elle c'est comme, est comme ça dépend de Chosen, qui a ou- écrit, là, tu sais. Non, Des fois, c'est ça. la sphère verte, c'est l'affaire qui va te faire fondre en radiation, d'autres fois, elle va te parler, d'autres fois, elle va C'est être plus, un c'est objet, plus tu un sais. recueil anthologique de différentes histoires qu'il y avait dans le style Exact. de BD de Metal Hurlant à l'époque. J'ai pas trouvé ça super bon quand j'ai écouté, honnêtement. Ah ouais. C'est correct, là, mais tu sais, Parce qu'il y a C'est- certaines c'est histoires que vieux. j'avais trouvé écœurantes. Moi, le bombardier, là, qui est des zombies qui se mettent Ouais. Mais c'est plus des bons concepts que t'es comme, ouais, ok, I kinda get it, mais, Ouais. tu sais, c'est quand même beaucoup de boobs, puis beaucoup de, tu sais, c'est quand même... La musique, la trame sonore avec les bandes de l'époque, puis c'était pas courant de voir ça. Non, mais- effectivement. Pour, tu sais, quand je le remets dans le temps, c'est quand Ouais. même choquant. Tu sais, je suis sûr que le monde qui aimait... Mais, tu sais, c'est sûr que ça n'a pas pogné au cinéma, là. Non, C'est sûr et certain. Au VHS, ça a marché à Ça a côté. dû marcher au bout Ouais, d'un club comme vidéo. adolescent, fin 80, début 90, je te dirais que on s'arrachait ce VHS-là parce que c'était trop trippant d'écouter ça. Puis parce la que... pochette est vraiment cool aussi. en Oh, plus, oui. Mais tu sais, c'est ça, là. Fait que j'ai hâte de voir le 2001. Parce que, tu sais, je me souviens que je allé le voir au cinéma dans le Ouais. temps. Je me souviens que... J'ai pas aimé, bon. j'ai pas revu, mais je l'ai pas aimé. Écoutez, une fois, je l'ai loué quand il avait sorti, puis ça a fait comme, Mais c'est ça, je l'ai ben, vu à super écran, je me rappelle Je suis plus. comme curieux, tu sais. J'ai une petite curiosité que je vais satisfaire la semaine prochaine. Yes. Et puis sinon, j'ai écouté aussi un autre vieux film que j'avais pas réécouté depuis, je pense, quasiment le temps qui était sorti. Puis c'est Metropolis en animé, là. Pas le film Metropolis, là, le dessin animé du gars qui a fait Astro, j'oublie le nom. Ouais, ben, je me rappelle plus, là, mais qui a fait aussi Steam Boy dans cette Ouais, année-là. exact. C'est cœurant, ce film-là. Ben, mes souvenirs sont bons, en tout cas. J'avais Ben, bien aimé, moi. C'est parce que, tu sais, ça La reprend musique. vraiment l'histoire de Metropolis, le Ouais. film de Fritz Lang, qui est comme le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu me parles, que tu me fais un remake dans les premiers films de l'histoire de science-fiction, je m'attends quand même pas à ce que tes concepts soient les affaires les plus poussées de l'histoire de la science-fiction. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, suite en partant, il y a plein d'affaires que j'étais comme... au point... Ça paraît pas dans l'animé, parce que l'animé Non. ont comme tweaké plein d'affaires, puis adapter des concepts de 1900 quelque chose en animé, ça passait bien quand même. C'est comme, je suis curieux d'aller réécouter le film original pour voir le parallèle dans l'histoire, qu'est-ce qui font que cette scène-là, qu'est-ce qui font que cette scène-là. Parce que c'est sûr qu'il y a plein de scènes que le Fritz Lang avait pas le cash, puis il avait pas les Ben non. besoins, il peut Il n'y pas a pas faire de technologie ça, tu sais. pour le faire, ça. Mais au point de vue de l'animation, c'est vraiment incroyablement bien. Capoté. C'est super beau, mais il faut quand même aimer le style. Oui. Il y a un style, tu sais,
un style très très fat que j'appelle, là, comme les jambes des personnages sont toutes très grosses. C'est comme t'as l'impression de quelque chose un peu plus un peu Alf Chibi, Alf mais tu sais, ils ont les jambes de Astro. Là. Ouais, ben c'est Ils ça. sont comme de même tout le monde. Ouais. Tout le monde a comme des grosses pattes en Jambes sling. potelées. Ouais, c'est ça, les proportions sont comme ça. Les proportions sont weird un peu. Puis ils utilisent toute la musique des années 30, de l'époque que le film était sorti. Ça, c'est l'affaire que je trouvais qui était comme... Ah oui, Ouais. j'avais aimé ça, moi, ça faisait différent à l'époque de ce qu'il y avait autour, là. Mais ça fait trop un gros... Selon moi, là, ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre des tunes des années 30, mais avec des remixes. Ou les réorchestrer. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est clairement, comme tu vois, une société ultra futuristique. C'est comme, ça fait zéro dans la continuité de l'univers, de comme, t'as des chars volants pis des robots humanoïdes qui parlent, mais... On peut faire ça à la BioShock Infinite, où ce que t'as des vieilles tonnes, mais repris dans le mode de ce style-là. Je pense que c'est ça qu'il aurait plus fallu pour Ouais. mettre ça, tu sais, à un autre niveau. Mais, tu sais, ultimement, je l'ai quand même écouté au complet, sans vraiment, là, décrocher, sans vraiment faire comme, c'est dans mes plates, c'est dans mes... Parce que le film original de Fritz Lang, je sais pas si t'as déjà vu, Mikey, là. Non. Tu sais, C'est un classique, là, c'est sûr. Ouais, mais tu sais, un classique, tu sais, le premier film de sci-fi, man, Ouais. c'est dur, là, c'est pas Avatar, là. c'est pas, C'est sûr. et puis, fait que, j'ai quand même trouvé ça intéressant, mais il y a des films d'animé que tu sais, je recommanderais bien nos films d'animé avant celui-là. Non, c'est ça. Moi, je l'ai pas réécouté depuis que je l'ai loué. Ouais, dans le temps. Dans le temps, quoi, ça fait un bout. Dans le temps qu'il y avait des sections animées Dans les clubs vidéo. dans les clubs vidéo, là, avec c'est là qu'on les trouvait. Parce que c'était pas tant évident, puis Internet, là, ça prenait quelques semaines avant de downloader un oui. film. Donc, c'était comme pas practical, Non, là. c'est ça. Mais écoute, je pense que tu vas pas le détester. Tu sais, c'est une belle écoute Ouais. quand même. C'est hâte de voir que pour 2001, la technique d'animation est incroyable. Oh, oui. On dirait un film qui est sorti en 2022. Ça, pour la qualité des dessins, la qualité de tout, ça, c'est comme, wow, le gars, il était clairement un visionnaire parce que je me souviens pas d'animé de début 2000 qui était aussi hot que ça. Ben, c'est ça. T'avais une coupe qui s'approchait, c'est en dehors de Ghibli, tu sais, Makoto Shinkai, peut-être aussi, Ouais, tu sais, comment il s'appelait, God Perfect Blue. Ouais, c'est puis, ça, le God Perfect Blue. Mais même à ça, le scope est vraiment différent. Là, il y a des foules, là, il y a Satoshi du Kon, monde. ouais. Satoshi Kon. Mais Satoshi Kon, tout ça, c'est plus dans ses là, c'est vraiment l'exécution. Des fois, il y a des foules, là, il doit y avoir, je sais pas, 400 bonhommes de dessinée, là. Des foules petits qui bougent, c'est comme, OK, vous êtes vraiment fait chier juste pour des petites bouts de même, des fois, tu sais. Ouais, c'est ça que la fois, il sait que c'est les autres animateurs qui vont baver en voyant ces scènes-là, mais que le public les verra pas passer tantôt. C'est ça. Genre, Tu sais, mais j'apprécie ce genre d'attention aux détails-là, généralement. Quand quelqu'un, tu vois que quelqu'un a mis du temps sur son œuvre, puis veut que ça soit, qu'elle ait de la pérennité, là, Ben, tu sais. ça, je peux pas y enlever. Et vraiment là, comme, puis on sent que ça part d'une place d'amour du film original. Tu sais, comme, je vois que, puis en plus que le film original, c'est ça qui a aussi mené à Astro le robot, là. Tout court. oui. Astro le robot est une version un peu funky, là, de Metropolis, de hein. Metropolis. Fait que, tu sais, c'est comme, ça paraît clairement que le créateur revient à ses premiers amours, puis il fait un gros récit, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'actes dramatiques qui sont résolus tout de suite. T'sais, un personnage qui arrive de quoi, c'est résolu. Tu sais, c'est quand même assez complexe. Mais je vais pas le réécouter récemment. Non, c'est ça, là, t'sais. ouais. Mes amis me demanderaient, veux-tu réécouter avec nous autres? Je suis comme, on va écouter d'autres choses. Puis, Le réalisateur, c'est Rintaro. Rintaro. Ouais, Rintaro. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? hein? Rintaro, si je regarde rapidement je vais regarder ça. Mais il nous reste... Un petit 5 minutes encore? Non, Même non. pas? Ah non, c'est Non, vrai, il ben non, reste- c'est vrai. En fait, je pense qu'il reste rien. Là. Bon, ben écoute. Je pense qu'il faut commencer à mettre le thème de fin tranquillement Ça pas va vite. être ça. Tabarouette. Mais on va en parler d'autres films la semaine prochaine parce qu'il y a un film, ça fait proche de 3 semaines que j'ai pas vu, puis je vais vous en parler. Là. J'ai réécouté Logan's Run. Oh! Ouais. Shit! Ouais. Je pense que j'ai jamais vu, ça faudrait que je l'écoute. Ouais, non, ben, essaie de le réécouter dans les prochaines semaines, on pourra en parler ensemble. C'est ça que Parce le truc dans la main, là? Ouais, là, Ah, c'est ouais. ça. Puis le fait que le monde, après 30 ans, ils vont Ah, dans ouais. le carrousel, puis ils disparaissent. c'est weird, mais si tu peux le réécouter d'ici là, parce que Ouais, bonne idée. c'est prémisse le fun, exécution weird, mais il y a quoi de le fun à jaser que ce film-là. Pour ce qui est de nous, si je me trompe pas... Ouais, on s'en va, là, c'est mais... vrai, Puis, ça va être Yves Landry qui va nous succéder. C'est vrai, parce que là, c'est plus... OK, là, faut que je reprenne mes barèmes de l'émission qui suit, tu comprends? Parce que je m'étais trompé souvent. Fait que là, je veux pas me tromper. Donc, l'émission qui suit, c'est quoi? L'intemporel. Intemporel. Gagag, il me le dit, là.
C'est merveilleux. Yes, donc, hey, merci d'avoir été là. Merci à Conan, tout d'abord. Hey, merci à toi. Merci à Mikey G. Ça m'a donc fait plaisir. Allez donc sur Mikey G LGCA. Hein? Twitch. Ah oui. C'est l'avenir. Oui. Sinon, il faut aller l'épicerie. Peu importe ce que vous allez, c'est important. Et donc, restez sur les ondes de CKRL. Comme on disait, l'intemporel avec Yves Landry qui s'en vient. Pour ce qui est de nous, on se revoit dans 7 jours. Donc, merci d'avoir été là. On s'en parle la semaine prochaine. Salut les geeks!